Bien, ben voilà. Bon, ben bonjour à tout le monde. Donc, toutes les personnes qui sont ici dans la salle, et puis à toutes les personnes aussi qui sont en ligne, comme toujours. Donc, nous sommes ravis, Jeannette et moi-même, aujourd'hui, d'accueillir Julien Duy pour donc une séance dans laquelle on va discuter de la relation entre la méthode phylogénétique d'analyse des mythes qu'il a développée dans plusieurs ouvrages maintenant. Donc, il y en a trois. Le quatrième est en préparation. Donc, le premier sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour ma part, donc s'appelle Cosmogonie, la préhistoire des mythes. Donc, c'est un ouvrage qui a fait date, dans lequel Julien Duy a introduit cette méthode dite donc phylogénétique ou phylomythologique désormais, qui consiste à s'inspirer de méthodes utilisées en théorie de l'évolution pour étudier l'histoire des mythes et il a notamment établi, mais j'imagine que vous y reviendrez, euh, un certain nombre de motifs mythiques qui remontent à avant la sortie d'Afrique par Homo sapiens. Donc, c'est évidemment quelque chose de très impressionnant et en faisant des hypothèses assez précises sur les différents parcours des mythes. Et un autre ouvrage que je signale donc, s'appelle L'aube des mythes, dont les premiers sapiens parlaient de l'au-delà. Donc, c'est plus sur la question des mythes et des rites funéraires. Et le dernier s'appelle donc Dragon. Dragon, mais il y a un sous-titre. Alors, c'est généalogie d'un mythe. Généalogie d'un mythe. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en parler, mais je suis sûr que nous avons ici quelqu'un qui pourra, euh, qui pourra nous aider. Donc, Julien Duy est historien, il est attaché au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, et je lui laisse immédiatement la parole en le remerciant très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation qui est pour nous très importante dans la mesure où l'œuvre de Lévi-Strauss sur les mythes est évidemment, si j'ose dire, structurante pour nos interrogations dans le cadre de ces séminaires, en tout cas pour certains et certaines d'entre nous. Donc merci beaucoup, cher Julien, d'avoir accepté et la parole est à vous. Ça aurait plaisir. Est-ce que je peux avoir accès au PowerPoint? Alors, oui, c'est vrai, il faut que je le mette. Si. Il faut que je le mette. Il est là. Hop. Alors, par accès au PowerPoint, vous voulez dire sur l'ordinateur. Sur le PDF, juste. Sinon, je peux raconter, hein. Ah non, non, il n'y a pas de problème. Je voulais, vous voulez pouvoir le lire, c'est ça ce que vous voulez dire. Voilà. Non, non, pas forcément le lire, mais savoir exactement où j'en suis pour pouvoir passer d'un slide Ok, alors on va faire ça comme ça. d'un slide à l'autre sans perdre l'auditoire. D'accord. En tout cas, On va en mettre un là, déjà. Hop. Et on va mettre l'autre devant nous. Comme ça, vous me direz quand est-ce que vous souhaitez passer. Voilà. il n'y a pas de problème. On met au point un code. J'appuie deux fois, je tape deux fois comme ça. Slide. Bon. J'espère que je connais bien par cœur ma présentation, mais je pense que ça devrait le faire sans trop de difficulté. Alors déjà, je suis ravi d'être là. Je vous remercie aussi d'être venu, parce que c'est pas forcément l'heure à laquelle, c'est plutôt l'heure où on se dit que la journée est finie, ou presque finie, et où un repos bien mérité vous attend. Donc, je vous remercie d'être là, parce que je sais que ça peut être potentiellement aussi un effort intellectuel, et je peux largement le comprendre. Je suis aussi très heureux d'être, merci pour cette invitation. Je suis d'autant plus heureux d'être dans ce séminaire de passer dans ce séminaire, que Lévi-Strauss a été très structurant et très influent. Et que la méthode que j'ai développée ne vient pas de nulle part. Elle a été fortement, on en reparlera, mais elle a été fortement influencée par Claude Lévi-Strauss, même si j'en suis écarté. Avant de développer cette méthode, j'ai même fait un petit peu de structuralisme dans certains articles, hein, qui valent ce qu'ils valent. Hein. Mais tout ça pour dire que je ne suis pas en terre inconnue, ni en triste tropique. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de partir d'une question non pas ethnologique, mais archéologique. Et puis, ce sera l'occasion pour moi de remonter, de présenter différentes approches qui sont possibles, dont la mienne, pour remonter dans le temps. Et la question que je vais vous poser, c'est, vous connaissez tous, hein, Chauvet, Lascaux, Pechmerne, et les représentations équestres. Et la question que
que je vais vous poser, c'est de savoir, puis-je? Non, ça va pas fonctionner comme ça. Mais Alors, slide. je glisse. Je glisse. Et je glisse ici, en vérité. D'accord. Il y en a deux. Oui, il y en a deux, parce que normalement, discrètement, il devait y avoir voilà, des petites choses qui apparaissaient au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Le bricolage est tout à fait dans l'ordre de la mythologie. Donc, je me permettrai quelques clins d'œil que je pense que vous comprendrez au fur et à mesure. Donc voilà, la question c'est que signifiait cet art rupestre? Alors, vous allez me dire, on peut imaginer plein de choses. Il y a eu plein d'hypothèses qui ont été faites. Magie de la chasse, bon, ça marche pas très bien parce que les animaux représentés, c'est pas les animaux chassés de l'esthétisme, hein, mais de l'art pour l'art. Mais alors pourquoi descendre au fond des grottes pour pouvoir peindre quelque chose si c'était pour le beau? Du totémisme, ok, bon, on peut faire plein de choses, hein. Il suffit d'aller chercher une hypothèse, quelque chose, des cultures d'ailleurs, puis les plaquer sur l'art rupestre. Et effectivement, il y a quelque chose d'assez insatisfaisant. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui parlaient de mythologie. Ça fait un moment qu'on dit, oui, ça doit représenter des mythes. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et strictement rien dit. Et toute la question, c'est de savoir si les mythes, on peut les reconstruire. Est-ce qu'on peut remonter dans le temps? D'ailleurs, ça a été l'interrogation qui a fait que j'ai développé par la suite la philo-mythologie. C'est un coup de cœur que j'ai eu pour l'art rupestre et la grande déception que j'ai eue lorsque le guide a dit on ne peut pas savoir. Et je déteste. Hein. Le guide a dit on ne pourra jamais savoir et j'ai un problème avec le mot jamais. Littéralement. Donc, j'en ai reparlé avec un ami qui me dit mais oui, il a raison, on ne pourra jamais savoir. Je dis ah, Paris, un resto, j'ai gagné mon resto. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Hein. Bon, après, ça j'ai été largement dépassé. Donc voilà, ça c'était les images. On peut continuer à descendre. Normalement, il y a la possibilité toujours un petit peu. Donc ça, c'est des points qu'on va retrouver. C'est les points communs qu'on va retrouver. Voilà, il fallait parce qu'en fait, je m'attendais, vous savez, quand on appuie sur un bouton et non, puis les images qui si vous m'aviez apparaissent. envoyé un PowerPoint, ça aurait été possible, mais avec le PDF, c'est plus dur. Mais je peux. Voilà. On est là ou Alors, on peut continuer à descendre. Mais il n'y a pas de la possibilité avec fenêtre, si on va sur fenêtre ici. Mais on peut pas l'avoir sur les deux écrans à la fois. Ah, On peut pas d'accord. partager. Ok. Eh ben, c'est pas grave. Enfin, parce Ça, que j'ai ça, ça fait. fait, ça fait à l'ancienne. Donc, du coup, il y a les animaux qu'on retrouve dans un cadre organisé. Ensuite, on peut continuer à descendre. Donc, voilà, il y a des représentations. La Terre est très féminisée hein, dans la rupestre. C'est pas mal. On a le geste. Il y a le relief qui participe au discours, c'est-à-dire qu'on voit on voit les animaux qui semblent sortir des parois, rentrer dans les fissures. Les trous d'ombre apparaissent, hein, c'est-à-dire que les animaux, vous savez, les trous d'ombre, c'est l'endroit où, à la lumière, on voit brusquement une sorte de renfoncement et on plonge dans l'inconnu. Et ça, dans l'art rupestre, eh ben, on le retrouve très très souvent. Et enfin, il y a la présence de thèmes non réalistes. Tout ça, c'était à expliquer. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas remonter, enfin, du moins, on pensait ne pas pouvoir remonter aussi loin dans le temps. C'est-à-dire se dire, ces interprétations, ça va être juste des interprétations. Il n'y a pas de possibilité, outre mesure, d'avancer. Alors, acceptez-vous que je le fasse? Parce que comme je connais un petit peu, parce que sinon, j'avoue, je culpabilise un petit peu. Oui, c'est un peu compliqué parce que ça va vous fatiguer, je pense. Mais si vous voulez. En fait, il faut le faire de deux endroits à la fois, donc c'est ça qui est compliqué. Sinon, il faut que je vous parte. Sinon, si vous acceptez une pause, parce que mon ordinateur peut lire les PT. Ah non, c'est qu'on ne peut pas à la fois. Je dois pouvoir, en vérité, recopier l'écran. Voilà. Peut-être je peux juste recopier l'écran. C'est la pause publicitaire. Et on va voir si ça marche quand je le fais comme ça. Ok, on va commencer. On va essayer comme ça va être peut-être plus facile. Et hop. Voilà. Là, vous pouvez. C'est bon, je pense. Ok, là, vous pouvez. Avec deux doigts. Donc, d'accord. Et la flèche ne marche pas? Peut-être. Si. Et bien, si la flèche marche, ben voilà, je retrouve mes marques. Je vous remercie. Donc, après cette introduction qui relève du bricolage, avance. Est-ce qu'il est possible de reconstruire des mythes qui remontent à la préhistoire? Intuitivement, tout de suite, on répond non. On a déjà du mal à trouver des mythes qui remontent au XIXe siècle, remonter de plusieurs dizaines de milliers d'années, voire centaines, une centaine de milliers d'années, ça paraît compliqué. Hein. Ça paraît en fait une annonce un peu publicitaire, quelque chose qui fait vendre du papier, et c'est tout. Or, l'idée elle n'est pas,
elle n'est pas si stupide que ça. Il y a trois manières de remonter dans le temps. Et les trois se rejoignent. La première méthode, trois méthodes de remonter, trois façons de remonter dans le temps. La première méthode, c'est la méthode historico-géographique. La méthode historico-géographique, ça a été développé à la fin du 19e siècle, puis au 20e siècle. Et l'idée est assez simple. On va prendre toutes les versions d'un récit. Alors, les versions, c'est plusieurs façons de raconter un récit. Et puis, on va regarder leur distribution sur une carte. Et par rapport à la répartition géographique, on va faire de l'histoire en deux dimensions. Ça veut dire que si on retrouve un motif, par exemple, largement répandu, et ben ce motif largement répandu, il est sans doute plus vieux qu'un motif qui est très localisé. Alors, parmi donc, voilà les autres méthodes, celui qui est à gauche, c'est Krohn qui est à l'origine de cette méthode, et il y a cette idée de prendre toutes les versions d'un récit, comparer les traits et d'essayer d'en faire une histoire. Alors, à l'époque, ça se faisait par correspondance, on s'envoyait les livres. Et les promoteurs de cette méthode avaient une culture absolument encyclopédique. Ils n'avaient pas accès à Internet, ils n'avaient pas accès à toutes les données auxquelles on a accès aujourd'hui, et pourtant, ils ont fait des travaux absolument remarquables. Ça a été généralisé à une échelle beaucoup plus grande, notamment par un chercheur russe qui s'appelle Yuri Bereskin, suivi en France par un chercheur qui s'appelle Jean-Loïc Lequelec, et il y a aussi Michael Witzel, dont on va parler après. Et ces chercheurs, au lieu de s'intéresser à la diffusion de tel ou tel mythe à un endroit précis, par exemple en Europe, se sont dit, c'est trop facile, on va prendre l'échelle mondiale. Il faut être honnête, aujourd'hui, on a accès à beaucoup plus de données qu'à l'époque, et ça facilite le travail. Mais c'est quand même un travail assez colossal. Et en faisant ça, ils se sont rendus compte que les récits n'étaient pas répandus de manière complètement aléatoire. Qu'il y avait certains récits qu'on allait trouver en Afrique, dans le sud de l'Eurasie, dans le Sahel, en Australie et souvent en Amérique du Sud, et puis d'autres récits qu'on allait trouver dans le nord, dans l'Eurasie un peu plus septentrionale, et puis souvent en Amérique du Nord. Donc là, il y a deux exemples, qui sont des exemples qui sont canoniques, qui ont été étudiés aussi bien par Yuri Bereskin que par Jean-Loïc Lequelec, sur des bases différentes et des résultats qui se rejoignent, ce qui est plutôt rassurant. C'est les récits d'émergence d'une part, et d'autre part les récits de plongeon cosmogonique. Alors, les récits d'émergence, ça raconte comment les animaux, les humains étaient sous terre, et puis à un moment, ils vont sortir et ils vont se répandre à travers le monde. Alors, bien sûr, ça se raconte, il peut y avoir des péripéties, parfois il y a tous les animaux et les humains qui sont sous terre, puis les humains trouvent qu'ils n'ont pas assez de place, alors ils poussent les animaux dehors, puis ils ont toujours pas assez de place, donc ils vont pousser une partie de l'humanité dehors, ça explique pourquoi on est là sur Terre. Et puis, ensuite, vous avez l'autre partie, qui est pour vous à gauche, qui est le plongeon cosmogonique. Le plongeon cosmogonique, ça raconte comment il y a un océan primordial, il y a de l'eau partout. Puis il y a un animal qui va plonger et qui va récupérer tout au fond de l'eau un peu de terre, un peu de limon, et à partir de là, il y a les continents qui vont se former. Et quand on observe les deux, on se rend compte que là où il y a du plongeon cosmogonique, il n'y a pas de mythe d'émergence. Et là où il y a des mythes d'émergence, il n'y a pas de plongeon cosmogonique. Alors, ça, quand on parle d'archétype, on est jungien et on dit oui, c'est un archétype, c'est normal, on le retrouve partout. Non, ça ne marche pas. Ou alors, il faut partir du principe que à travers le monde, il y a des façons de penser différentes et qu'on est radicalement différents, ce qui est une hypothèse qui, reste à démontrer, et deux, entraîne sur des pentes quelque peu dangereuses. Non, en fait, ça ne marche pas. Le hasard, les archétypes, l'inconscient, ça ne marche pas si on retrouverait les récits partout à travers la planète. Alors, qu'est-ce qui marche? Quand on observe cette répartition, et là je vous avais un exemple, je vous en montrerai d'autres par la suite, on se rend compte que cette répartition correspond à ce que l'on sait des premières vagues de peuplement hors d'Afrique. Lorsqu'Homo sapiens va quitter l'Afrique au début, il fait très froid, on est en pleine période glaciaire, ce qui fait que l'hémisphère nord est couvert d'un épais glacier. Donc autant vous dire que le niveau de la mer est beaucoup plus bas, les glaciers ont absorbé beaucoup d'eau, et que les premiers Homo sapiens ne peuvent pas monter. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils longent. Donc les côtes ne ressemblent pas à ça, mais ils vont longer les côtes et ils vont arriver jusqu'au Sahul. Là, le Sahul, c'est des petites îles en Asie du Sud-Est. Là, ils ont une centaine de kilomètres à franchir pour atteindre l'Australie, qu'ils vont franchir. Et après, en remontant les côtes et en longeant les côtes d'Amérique, par le détroit de Bering, puis en longeant l'Amérique par le nord, je ne dis pas de bêtises, le nord-ouest, ils arrivent en Amérique du Sud. Puis après, les glaciers se retirent. Donc, Homo sapiens, quelle la bougeotte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter.
Et on sait que les populations d'Homo sapiens, donc remontent, vont coloniser l'Eurasie du Nord, mais sans avoir, il y a très peu d'échanges en fait. Il y a des déserts, il y a des montagnes entre les populations du Sud et les populations du Nord. Donc en fait, il va y avoir deux développements parallèles. Et comme le détroit de Bering est encore accessible et que l'Amérique du Nord s'est libérée, et ben, il passe en Amérique du Nord. Donc quand on regarde ça, ça correspond à ce qu'on sait. Alors, s'il y avait eu que deux récits, ça aurait pu être le hasard. Mais en réalité, les cartes de Yuri Bereskin et de Jean-Luc Le Québec sont très nombreuses et montrent que certains récits se retrouvent dans l'hémisphère nord, d'autres dans l'hémisphère sud. Nord, sud, et ça correspond aux migrations. Donc voilà, ça vous voyez, c'est des points, hein, c'est toujours la carte. Sur la carte, sur la droite, vous avez des symboles différents qui se rajoutent hein, avec les ronds, et c'est toute la mythologie du corbeau créateur, qui date d'une diffusion qui est plus tardive et qui correspond aux populations des Esquimaux à Aleut. Michael Witzel, lui, il ne compare pas des motifs indépendants, il dit qu'il y a un scénario qu'on retrouve dans le sud et un scénario qu'on retrouve dans le nord. La partie sud, il l'appelle le Gondwana. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, d'un point de vue géologique, l'Afrique et l'Australie formaient un bloc et du coup, il appelait ça le Gondwana. Il dit pas, c'est juste une facilité. Hein. Il ne dit pas que les hommes du Paléolithique ont connu le moment où tous les continents étaient réunis. Hein. C'est juste un terme qu'il a trouvé joli pour pouvoir désigner la chose. Et puis, il y a une partie qui est plus dans le sud, hein, où il inclut l'Eurasie, les Amériques, qu'il appelle la Laurasia. On va en reparler juste après. Et selon lui, il y a, si vous connaissez un peu la mythologie, il y a 1000 contre-exemples qui vous viendront à l'esprit, mais c'est l'avantage, ça fait partie des livres qui sont très influents. Selon lui, il y a un scénario qui se reproduit partout, de l'Afrique à l'Australie. D'abord, à l'origine, il n'y a pas de création du monde, hein, le ciel et la terre préexistent. Ensuite, il y a un être céleste qui descend, qui est envoyé par le grand Dieu, un démiurge, pour créer les humains. Les humains vont exagérer, ils font preuve d'hybris, donc du coup, eh ben, comme dans l'Eurasie du Nord, il y a un déluge hein, qui fait un massacre. Et c'est là qu'arrive l'histoire avec des divinités secondaires, des tribus locales, et il n'y a pas de fin du monde. Par exemple, ça rappelle le temps du rêve en Australie, mais on retrouverait ça aussi chez les Khoisan. Et à ce scénario, hein, donc c'est pas un élément, c'est plusieurs scénarios qui se suivent, s'opposerait dans la partie nord de l'Eurasie, puis en Amérique, une autre histoire, hein, ce qu'il appelle les mythes laurasiens. Le monde est créé du chaos ou du néant. Il y a un couple céleste, il y a des titans qui en naissent, le ciel est repoussé loin de la terre, le soleil est libéré, le dragon est tué, etc. Donc, les dieux actuels tuent ceux qui les ont précédés. Les humains sont les descendants somatiques d'un dieu. Les humains font preuve d'hybris et sont détruits par un déluge. Il y a des divinités secondaires. Les histoires locales commencent, sauf qu'il y a une fin du monde et un renouveau. Voilà. Donc, vous voyez l'idée, opposition nord-sud, c'est pas nouveau. Ça a été fait ça a été démontré de différentes façons. Alors, si on revient, hein, on va suivre deux mythes. Le premier, ça va être les mythes de matriarchie primitive, et le deuxième, ça va être les mythes liés à Polyphème. Pour répondre à la question du début, l'art rupestre, etc. Puis on fera du structuralisme promis. Donc, on n'est pas loin déjà. Donc dans l'hémisphère sud, il y a des mythes qui sont répandus qui racontent comment les femmes autrefois avaient le pouvoir. Et elles en ont abusé. Hein, elles maîtrisaient le pouvoir, elles étaient des grandes prêtresses, elles maîtrisaient les objets rituels. Elles en ont abusé et du coup, eh ben, les hommes ont pris le pouvoir et ces objets sont devenus tabous. En fait, c'est un mythe de légitimation du pouvoir masculin. Et là, ce qu'on constate, même si la carte a été complétée depuis, c'est qu'on le retrouve en Afrique, on le retrouve, alors il y a un point maintenant en Asie du Sud, en Australie, et on retrouve en Amérique, surtout concentré en Amérique du Sud. Donc, il correspond aux premières diffusions. Alors, il n'y a pas que ça, hein, c'est connecté à des rituels, par exemple, d'exclusion des femmes, et il y a d'autres strates, démonstrations. Et enfin, dans l'hémisphère nord, eh ben, on a les mythes de Polyphème. Hein, vous connaissez l'histoire de Polyphème, le géant qu'affronte le cyclope qu'affronte Ulysse. Eh ben, des récits où quelqu'un rentre dans la demeure d'un maître des animaux et doit s'en échapper en se cachant sous une peau ou sous un animal, eh ben, ce n'est pas universel et ça se retrouve dans le nord de l'Eurasie et en Amérique du Nord. Vous vous rappelez hein, le contraste, je vous ai dit qu'on le retrouvait parmi plusieurs récits. Donc ça, c'est un autre relevé. Là, on était face à un relevé de Yuri Bereskin. Ça, c'est Jean-Luc Le Québec qui l'a fait. C'est la carte qui est
présente sur la feuille que vous avez récupérée. Voilà. Et puis, forcément, la question se pose. Est-ce qu'il y a une corrélation entre, d'une part, les gènes, la diffusion génétique, et d'autre part, la diffusion de la mythologie? Alors, clairement, on n'a pas les mythes dans nos gènes. Ça, soyons clairs, ça, c'est pas possible. On a le droit de refuser le mythe transmis par nos parents. Mais on a tendance à conserver les mythes. Claude Lévi-Strauss disait qu'un mythe, on le transforme en croyant le répéter. Structuralisme. Et il y a deux chercheurs russes qui sont appuyés sur la base de données de Yuri Gaeskin et qui ont montré, Yuri Gaeskin a fait une immense base de données avec plein de motifs d'épisodes associés aux populations. Et ils se sont rendus compte que ça se divisait essentiellement en deux grandes parties. D'une part, l'Eurasie du Nord et l'Amérique du Nord, et d'autre part, alors l'Afrique n'est pas présente parce qu'à l'époque, la base de données Yuri Gaeskin n'était pas complète pour l'Afrique, et en bon scientifique, du coup, ils l'ont écartée, mais la partie qui correspond au Sahel, à l'Australie et à l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est une démonstration, voilà. C'est juste qu'en prenant plein de motifs, on retrouve les schémas qu'on retrouve avec des motifs pris individuellement. Et en observant ça, ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait une corrélation entre, d'une part, la diffusion des ensembles, et d'autre part, la diffusion de certains haplogroupes. Alors, d'une part, par exemple, pour la matriarchie primitive, la diffusion de l'ensemble auquel appartient la matriarchie primitive est corrélée à l'aplogroupe mitochondrial et l'aplogroupe mitochondrial transmis par la mère, tandis que pour le maître des animaux, le motif de polyphème, c'est lié à l'aplogroupe mitochondrial C. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on a quand même une liberté. On a cette possibilité de refuser les mythes. On ne se transmet pas les mythes comme des gènes. Il s'agit d'une corrélation. Et ils ont fait l'expérience, ils ont regardé si c'était corrélé aux familles linguistiques aussi, pour voir s'il y avait une corrélation. Ils n'ont pas trouvé de corrélation significative avec les familles linguistiques, seulement avec les mythes. Ça veut simplement dire que les mythes, ça explique le monde et qu'on a du mal à s'en défaire. Mais qu'on va les adapter, on va les modifier, on va les changer. Là, on est quand même à un niveau d'abstraction qui est assez basique. Voilà. Donc, globalement, on peut dire, les éléments avancés indiquent que la matriarchie primitive s'appartient à un ensemble de récits connus au moment de nos premières sorties d'Afrique, que le maître des animaux est arrivé plus tard, et qu'il y a une corrélation partielle entre diffusion des mythes et des populations. Première méthode. Deuxième approche, la méthode structurale. Alors, Claude Lévi-Strauss, clairement, n'oppose pas le structuralisme à l'histoire. À plusieurs reprises, il met en relation des mythes que l'on trouve en Eurasie ou au Japon avec les mythes amérindiens. Il soulève la possibilité de diffusion ancienne, par exemple avec j'ai plus le nom, j'ai le mot anglais, Lodge Boy, c'est dans Histoire de Lynx, il met en relation un récit où il y a deux jumeaux qui sont séparés à la naissance avec Valentin et Orson, en trouvant des versions intermédiaires en Eurasie. Donc, c'est-à-dire que Lévi-Strauss n'oppose pas le structuralisme au diffusionnisme. Il y a un chercheur en France qui s'appelle Bernard Sergent et qui a utilisé particulièrement le structuralisme dans un sens diffusionniste. Donc, Bernard Sergent s'appuie sur le mythe d'Aiglé. Aiglé, c'est un mythe lituanien, c'est un récit lituanien qui raconte qu'une jeune femme, un jour, va se baigner, puis quand elle sort, elle voit l'OV sur ses habits. Elle voit un serpent. Le serpent refuse de partir et finalement accepte de partir lorsqu'Aiglé lui promet sa main. Elle se dit, il y a une promesse, un serpent, ça coûte rien de le faire, moi j'ai récupéré mes habits. Sauf qu'à plusieurs reprises, il y a une noce de serpent qui va venir essayer de la chercher. Sa famille va résister tant qu'elle peut et au bout d'un moment, Aiglé est enlevée et est emmenée au fond de l'océan où elle va se retrouver avec un mari charmant, très beau, qui est en fait le maître des serpents. Voilà, ils tombent amoureux, tout se passe bien, ils ont 3 enfants. Sauf qu'Aiglé se languit de sa famille et au bout d'un moment tente de négocier un retour. Et lorsque voilà, son mari va lui donner 3 épreuves impossibles, que naturellement elle va réussir, et elle va revenir parmi les siens. Grande fête, sa famille la pensait disparue corps et âme. Et, et Aiglé le dit, je suis très heureuse, etc. Mais, mais sa famille croit que c'est une sorte de syndrome de Stockholm. Donc, la famille ne veut pas qu'Aiglé retourne.
retourne dans les profondeurs. Alors, ils essaient d'avoir... Église s'était mis d'accord avec son mari pour un mot-clé, un mot de code, qui permettrait de faire revenir le mari au moment où elle voudrait repartir. Donc, les frères d'Aiglé vont tenter de demander le mot de code. Aiglé résiste. Il y a, parmi les enfants, il y a 2 fils et il y a une fille. Donc, ils vont demander aux 2 fils. Les 2 fils résistent vaillamment et la fille va céder et va donner l'information. Les frères se mettent au point de rendez-vous, utilisent le mot de code. Le mari arrive et il a à peine le temps de dire un mot qu'il est déjà massacré. L'eau se teinte de sang. Et lorsqu'Aiglé arrive pour appeler son mari, eh ben, elle se rend compte du drame. Et là, elle va se transformer en arbre. Enfin, tout le monde va se transformer en arbre. Elle et ses 2 fils, comme ils ont tenu leur langue, en une variété robuste d'arbre, tandis que la fille, c'est une variété souple. Je crois de mémoire que c'est un peuplier, mais ce serait à vérifier. En peuplier. Et ce récit qui rappelle le récit de Psyché, de Cupidon et Psyché, Bernard Sergent l'a mis en relation. Je vérifie quand même l'heure parce que je sais que je suis bavard. Je sais qu'il faut laisser le temps également. Parce que je ne suis pas encore arrivé aux statistiques. Donc en fait, Bernard Sergent a mis en rapport de relation. Donc il s'est rendu compte que c'était le même récit. De toute façon, ça saute un petit peu aux yeux. Et par exemple, il remarque qu'Églé est la plus jeune des 3 sœurs, que chez Psyché, Psyché est la plus jeune des 3 sœurs. Chez Églé, elle rencontre un serpent. Chez Psyché, le serpent doit être, pardon, excusez-moi, Psyché doit être exposé à un monstre ophidien. Et il remarque qu'il y a des inversions et des points communs. Sauf que voilà, il se rend compte également que s'il y a des points communs, Aiglé relève du registre du mythe, c'est-à-dire de récit explicatif, tandis que Psyché se relève plutôt du conte. Parce que chez Aiglé, Aiglé explique l'origine d'éléments du monde, des arbres, des espèces. Aiglé met en jeu des êtres, on pourrait appeler des êtres de croyance, avec l'idée d'un serpent, un maître de l'autre monde. Chez Aiglé, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin heureuse. Chez Psyché, Psyché retrouve Cupidon. Il n'y a pas de réparation. Et puis, il y a aussi une fonction normative, notamment au niveau de la distance, on va en reparler après, au niveau de la bonne distance au moment des mariages. Et dans le conte, il n'y a pas de fin, contrairement au conte, il n'y a pas de fin joyeuse, etc. Alors, comment expliquer alors que Aiglé, le mythe d'Aiglé, ne se retrouve qu'en Lituanie, alors que Cupidon et Psyché, on le retrouve dans beaucoup plus d'endroits. Parce que finalement, si Aiglé paraît plus archaïque, plus structuré, plus explicatif, comment ça se fait qu'on le retrouve qu'en un endroit très limité? Et Bernard Sergent résout le problème en franchissant le détroit de Bering et en allant en Amérique. Et là, il s'appuie sur 3 récits, il y en a d'autres, mais là, dans son article, qui est un article important, il s'appuie sur 3 récits et il remarque que chez ces 3 récits amérindiens, on retrouve une même structure, l'union d'un humain et d'un animal aquatique. On retrouve l'installation dans le monde animal, on retrouve l'enfant hybride, le retour vers les humains, l'intervention destructrice de la parenté humaine, de la mort de l'époux animal et la métamorphose, la disparition finale. Et ces récits amérindiens, ce n'est pas des contes, c'est des mythes. Donc Bernard Sergent suggère qu'il y ait eu une diffusion au-delà. Voilà, donc ça, c'est les différents points qu'il met en relation. Et il fait remarquer que l'ensemble des récits renvoie aussi à la notion d'exogamie excessive, c'est-à-dire qu'il y a quand même un juste milieu entre l'inceste, ou c'est l'endogamie vraiment qui est trop importante, trop proche, et le mariage avec un animal, où on va définitivement chercher trop loin, avec l'idée que l'alliance humaine doit être mesurée. Donc, structuralisme. Alors, il a écrit aussi un autre livre sur Jean de l'Ours, qui est un récit largement répandu en Europe. Et pareil, alors, sauf que le livre est beaucoup plus colossal et rien que le présenter m'aurait pris 2 heures, parce qu'il c'est du structuralisme brut, mais il montre comment, en utilisant les règles du structuralisme de transformation, on peut traverser l'Eurasie et arriver jusqu'en Amérique. Voilà, donc au niveau de ce que je vous disais, entre l'émergence et le plongeon cosmogonique, il y a des relations structurales. Par exemple, l'émergence, c'est un mouvement vertical et ascensionnel. On va de sous le sol vers les hauteurs. Ce qu'on retrouve également
dans le plongeon cosmogonique, sauf que dans le plongeon cosmogonique, il n'y a pas un essai, il y a plusieurs essais avant. Donc on a un mouvement qui est vertical, mais de va-et-vient. Dans les récits d'émergence, ça permet l'apparition d'êtres vivants dans un monde désert en attente de peuplement. Et dans le plongeon cosmogonique, ce n'est pas une attente de peuplement, les êtres vivants sont déjà en haut, mais le monde est inhabitable. Dans les récits d'émergence, la Terre doit céder pour permettre l'émergence et la multiplication des êtres vivants. Dans le cas du plongeon cosmogonique, la Terre doit tenir pour permettre l'émergence et la multiplication des êtres vivants. Et enfin, dans l'émergence, seule la rupture d'une occlusion due à une membrane permettra l'apparition de la vie. Et ça, on a la même chose, sauf que dans un sens, on part du bas, on va vers le haut, dans l'autre, on va du haut et on part vers le bas, ce qui permet d'expliquer la répartition contrastive, hein. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas au même endroit. Finalement, il est possible que ce soit un même récit, que ce soit une transformation ancienne d'un récit dans l'autre. Voilà. Donc, pour le moment, au moment du peuplement de l'Eurasie du Nord, au niveau de l'aréologie, il y avait le plongeon cosmogonique. Dans l'hémisphère sud, il y avait, enfin en simplifiant, parce que ce n'est pas que l'hémisphère sud, il y avait les récits d'émergence. En montant, il y aura probablement eu une transformation. Voilà, donc, deuxième démonstration, les mythes, on peut remonter dans le temps. Deux façons différentes de faire, mais les résultats sont convergents. Enfin, il y a la méthode philo-mythologique. Donc la méthode philo-mythologique, c'est celle que j'ai développée. Et j'ai fait rentrer les statistiques dans la danse. Alors, première chose, la méthode philo-mythologique s'appuie sur un rapprochement avec des outils utilisés dans la biologie de l'évolution. Attention, ce n'est pas que les mythes sont des êtres vivants, c'est qu'on peut utiliser les mêmes outils. L'idée de rapprocher le champ de la biologie et le champ de la mythologie n'est pas de moi du tout. Arnold von Gennep, par exemple, proposait dès 1900, je ne sais pas de bêtises, 1909. Je l'avais marqué, j'avais une anti-sèche. Dès 1909, j'hésitais avec 1905, vous voyez. Ça n'aurait pas été très dramatique. Dès 1909, proposait d'utiliser les outils de la biologie pour pouvoir étudier le folklore. On a quelqu'un d'autre qui s'appelle Carl Wilhelm von Sydow, qui a été découvert assez tardivement, en 1948, avec les traductions de ses textes. Il écrivait en néerlandais, ça n'a pas aidé à la diffusion. Et lui, il remarque que les récits s'adaptent à l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que, par exemple, les versions du Petit Chaperon Rouge, selon l'endroit où on va se trouver, il y aura telle ou telle caractéristique qui seront associées. Et Carl Wilhelm von Sydow montre qu'il y a parfois des versions qui sont connues à l'échelle d'un village, puis il y a quelque chose d'un peu plus grand, au niveau de plusieurs villages, puis d'une région, puis d'un pays. Autrement dit, il y a une forme de... il y a des ensembles qui sont des ensembles de plus en plus grands et qui sont caractérisés par certains traits particuliers. Alors, Carl Wilhelm von Sydow prend le terme d'écotype. Un écotype, c'est un terme emprunté à la botanique, et c'est exactement la même chose, mais appliqué aux plantes. Quand vous êtes dans un territoire montagneux, vous avez certaines variétés de plantes qui vont être jaunes dans une vallée et qui vont être roses dans une autre, ou avoir des caractéristiques différentes. Pourquoi? Parce que les récits se développent, les récits sont adoptés, parce qu'un récit qui n'est pas adopté à l'esprit du lieu, il n'a aucune envie de l'écouter, en fait. Si je vous raconte un récit amérindien, vous allez dire « Ah oui, c'était intéressant », puis vous n'allez pas le répéter. Par contre, si je vous raconte un récit qui a lieu dans un monde moderne où vous pouvez vous reconnaître, vous aurez plus envie de le répéter. Donc, il y a cette idée d'adaptation. Alors, il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre l'évolution des mythes et l'évolution biologique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que dans certains cas, il s'agit d'analogies. Il y a un élément, par contre, qui est important. Donc, dans l'évolution biologique, d'abord, juste rapidement, transcription il y a transcription et reproduction des unités discrètes, tandis que dans l'évolution mythologique, c'est plutôt de l'enseignement, de l'apprentissage, de l'imitation, mais il y a cette transmission. Il y a un élément qui est intéressant, et cet élément, à partir du moment où on l'accepte, et rien ne dit que vous l'acceptiez, tout le reste en découle. Cet élément, c'est l'idée qu'on peut décomposer un mythe en unités discrètes, c'est-à-dire en éléments, en différents éléments. Ça peut être des mythèmes, ça peut être, Vladimir Propp parlait d'atomes narratifs,
Il y a la notion de motif, on va revenir dessus. Donc là est toute la question, et je pense que ce sera le point de débat, ce sera le point de débat tout à l'heure. Et à partir du moment où on peut découper des récits ou des traditions mythologiques en petites unités élémentaires, eh bien, on a la possibilité de comparer les choses, de comparer les éléments les uns avec les autres. Bon, voilà, ça c'est encore d'autres éléments, d'autres parallèles, hein. Fossiles, textes anciens, extinction, mythes disparus. Si c'est enregistré, c'est le moment de mettre pause, hein, et de pouvoir regarder. Alors, en biologie, qu'est-ce que c'est qu'un arbre phylogénétique? L'homme barbu à côté, c'est pas le Père Noël, c'est Charles Darwin, qui a été le premier à réaliser un arbre phylogénétique. D'ailleurs, en fait, on a retrouvé ce premier arbre par hasard. Ça a été retrouvé sur le sol d'une bibliothèque. Personne ne sait comment il est arrivé là. Hein, mais n'empêche que les gens étaient très contents de l'avoir retrouvé. On pensait l'avoir perdu. Ça a été retrouvé comme ça. Peut-être que ça a été glissé dans un livre, on ne sait pas. Et le principe, il est assez simple. On prend des espèces, et plus les espèces se ressemblent, et plus leur ancêtre commun est récent. Par exemple, ici, on a plus de traits en commun avec la chauve-souris qu'avec la mésange, et on a plus de traits en commun avec la mésange qu'avec la sardine. Vous avez tous vu, hein, cet arbre, ne serait-ce qu'au cours d'SVT, hein, lorsque au collège, au lycée, souvent accroché le grand arbre du vivre. Voilà, quelques mots de vocabulaire, hein. C'est un arbre, donc la base de l'arbre, c'est une racine. Quand deux branches divergent, c'est un nœud. Puis au bout, non, c'est pas des feuilles, c'est des taxa. Et au singulier, on dit taxon. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit taxon au pluriel. Donc, ça, c'est pour tout à l'heure, pour qu'on puisse se comprendre. Donc voilà, ça c'est tiré d'un manuel de seconde, mais je trouve que la chose est plutôt bien faite. Et dans le manuel de seconde, eh ben, il donne un exemple. Ils prennent plusieurs animaux et ils découpent ces animaux en caractéristiques. Parmi les caractéristiques, hein, vous voyez, il y a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Il y a la bipédie, il y a un seul os par demi-mâchoire, il y a l'allaitement, etc. Puis, sur la partie droite, eh ben, chaque fois que le trait est présent dans l'espèce, on code par un 1. Chaque fois que le trait est absent, on code par un 0. Donc, on obtient des chaînes binaires, des 0 et des 1. Plus il y a de 1 en commun, plus il y a de caractéristiques en commun, plus l'ancêtre commun est récent. Plus il y a de 0 en commun, plus c'est divergent. Alors, ça, on peut peut-être passer, c'était la partie historique, mais ça n'a pas une grande importance. Surtout que je regarde, il est 47. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais chez les êtres vivants, on a les protéines, on a les gènes, on a des phénotypes. Dans les mythes, c'est beaucoup plus compliqué, on n'a pas de traits pour comparer. C'est à voir. D'abord, on a les mythèmes, pas pris au sens lévi-straussien, plutôt au sens de la traductologie, parce qu'il y a eu des travaux, comment on traduit un texte en un autre. Et une des solutions, c'est prendre les phrases les plus courtes possibles et les traduire. Donc, on prend un mythe et on va le découper avec les phrases les plus courtes, avec le moins d'informations possible dedans. Idéalement, une information. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais idéalement, une information. Il y a un héros, deux héros, trois héros, l'ennemi est un dragon, l'ennemi est un tigre, je ne sais pas, le combat a lieu la nuit, le jour, etc. Chaque fois qu'un trait est présent, on code par 1. Chaque fois qu'un trait est absent, on code par 0. Alors, bien sûr, ce découpage est discutable, parce qu'on peut ne pas tomber d'accord sur les traits, mais ça rend aussi la méthode testable. Dans mes premiers essais, j'ai créé plusieurs fois des corpus. Par exemple, sur la chasse cosmique, ça raconte comment un animal est catastérisé en sautant dans le ciel. Et chaque fois, je reprenais, donc j'avais photocopié ou scanné mes versions, c'est selon. Et chaque fois, je reprenais à nouveau frais. Donc les mythèmes ne sont pas les mêmes, parce que forcément, il y a plusieurs mois entre les deux. Et ça permettait de varier. Les résultats étaient les mêmes. Ça, c'est les mythèmes. Alors, par rapport à Lévi-Strauss, hein, donc comme je vous disais, ce n'est pas le sens de Lévi-Strauss. Le sens de Lévi-Strauss chez les demi-thèmes, c'est des rapports. Ça s'appuie sur des rapports de corrélation et d'opposition, hein, selon sa définition. Mais n'empêche qu'il y a un point commun, parce que généralement, quand on passe d'une version à une autre, tout ne change pas d'un coup. Il y a des mythèmes, donc il y a des éléments qui vont s'échanger, qui vont être liés d'un point de vue logique. Puis il y a une base qui va rester la même. Ça veut dire que le récit, progressivement, va évoluer. Et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss le dit, hein, quand il parle de la Vulgate, hein, ce récit qu'on retrouve partout dans les deux Amériques, et qu'il montre donc. Vous avez parlé de la Vulgate ou pas?
Non, non. Donc, la Vulgate, ça raconte comment on a un frère. Alors, je suis en train déjà de dévoiler la fin, ça commence bien. On a une femme qui, tous les soirs, reçoit nuitamment une visite. Elle a un amant. Et puis, plusieurs soirs passent, et elle se dit, au bout d'un moment, ce serait quand même bien que je sache de qui il s'agit. Donc là, ça dépend hein, des versions, parfois elle va prendre de la cendre, parfois de l'argile, parfois du sang menstruel, et elle va tâcher son visiteur nocturne. Le matin, le matin arrive, elle va enfin savoir de qui il s'agit, et là, sa grande honte et son grand désespoir, elle se rend compte que c'est son frère. Et le frère, il y a deux versions différentes. Parfois, c'est le frère qui est rouge de honte, qui s'enfuit, devient la lune, et la jeune fille court après pour régler ses comptes hein, et devient le soleil. Parfois, c'est l'inverse, c'est la jeune fille qui devient la lune parce que c'est elle qui a honte, et c'est le frère qui devient le soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que ce récit, on le retrouve en Amazonie, on va le retrouver en Amérique du Nord, on va le retrouver dans l'Amérique septentrionale, mais on le retrouve aussi en Sibérie. Et de mémoire, il y a une version indonésienne. Et c'est pas la même chose. Hein. Claude Lévi-Strauss fait son travail structuraliste, montre qu'il y a des inversions, mais il dit aussi qu'il y a une armature commune qu'on retrouve. Donc ça veut dire que finalement, à partir du moment où il y a une armature commune et que l'inversion n'est pas complète, lorsqu'on mesure en mythème ou on mesure en termes d'inversion, on mesure un écart. On mesure un écart qui est mesurable. La deuxième chose, c'est qu'un structuraliste qui est Alan Duns, qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là, a remarqué que ce n'était pas incompatible en fait avec l'idée de mesurer et fait la distinction entre d'une part les motifèmes, c'est la structure commune, et ce qui change, hein, ce que Lévi-Strauss appelle les mythèmes et qu'il appelle les allomotifs. Vous voyez cette idée de structure et le but c'est de mesurer les écarts. Alors ça ne veut pas dire que les mythèmes tels que je les utilise sont les mythèmes lévi-straussiens. Hein. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas non plus une incompatibilité radicale entre les deux. Voilà, donc on peut dire, hein, et après je vais revenir à d'autres formes d'unité, mais les mythèmes, je ne pouvais que m'arrêter dessus. Les mythes ne peuvent être transformés que par changement discret, que ce soit par transformation ou par changement radical hein, de mythèmes tels que je les utilise. On peut atomiser les mythes hein, pour suivre les modifications de version en version, et cette vision rend logiquement possible le codage et donc calculer l'écart différentiel. Bon, alors après les mythes, on peut les diviser en autre chose. On a les récitypes. Alors ça, les récitypes, c'est un outil qui est un peu dangereux parce qu'il est très occidentalisé. Le récitype, c'est le petit chaperon rouge. Je vous raconte des versions différentes du petit chaperon rouge, vous allez reconnaître. C'est quelque chose voilà, qui marque, c'est une structure qui marque. Le problème du récitype, c'est que ça marche très bien pour l'Eurasie, ça marche un peu pour l'Afrique. Par contre, en Amérique, c'est la catastrophe parce qu'en Amérique, il n'y a pas de. Alors oui, il y a des récits parfois qui sont très structurés, mais globalement, c'est des motifs qui sont articulés différemment, des petits épisodes, et ça ne suit pas toujours le même ordre. Ce qui permet donc, ça veut dire pour remonter loin dans le temps, pour l'avoir essayé, hein, dans un article, j'ai dit ah on peut l'utiliser, et ben je le regrette. Je tiens à dire que c'est un article que je renie complètement. Et enfin, donc Cendrillon, le petit chaperon rouge, et enfin on a les motifs. Les motifs, c'est des épisodes ou des personnages types qu'on retrouve. Par exemple, la séparation de jumeaux à la naissance, c'est un motif. Le combat contre le dragon, qui empêche par exemple d'accéder à l'eau, c'est un motif. C'est pas toute l'histoire, c'est pas un récit type, c'est pas un mythème, c'est pas un élément très petit, c'est juste un épisode qui est récurrent. Et ça, le fait qu'il y ait des épisodes récurrents, on le sait depuis bien bien longtemps, puisque Marcel Mauss en parle, et même avant, on a un érudit français qui s'appelait Gouillet de Charencet, et qui lui-même avait constaté qu'il y avait, on retrouvait les mêmes motifs, les mêmes épisodes complexes de part et d'autre du détroit de Bering. Voilà, donc on peut diviser en unités. Après, comment coder les unités? Donc ça, on l'a vu, hein, un mythe qui n'existe, quatre mythes qui n'existent pas. Une femme est tuée par un animal, une femme est tuée par un fantôme, un homme est tué par un ogre, un être humain est tué par un fantôme. Donc on regarde et on code. Hein. S'il y a une femme, on code par 1. S'il y a un homme, on code par 1, on code par 0 sinon. Si on a un doute, un être humain, on code par un point d'interrogation, ce qui fait que dans les calculs, ce sera moitié. Et on obtient des chaînes binaires, enfin pour être plus exact, hein, on obtient quelque chose comme ça. Hein. Voilà, voilà. Donc
Mais c'est comme ça, parce que si on s'appuie juste sur quelques traits, les risques, même involontairement, hein, de biais sont colossaux. Voilà. Et après, on code. C'est un moment qui est très sympathique dans la méthode, hein. On relit 2 fois, on relit toutes les versions, on lit dans plein de langues différentes, parce que forcément, toutes les versions ne sont pas traduites en français, hein. Donc, on lit en allemand, on lit en anglais, on lit en italien, en espagnol, en portugais, etc. Et puis, on fait une synthèse. On voyage beaucoup en restant dans son salon. Alors après, comment faire un arbre? Ça, je vais peut-être passer un peu plus vite. En gros, il y a 3 grandes méthodes différentes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle les matrices de distance. C'est-à-dire qu'on va calculer pour chaque paire, hein, de versions différentes, la proximité moyenne, puis l'arbre final va être l'arbre qui trahit le moins ses proximités. Ensuite, il y a les méthodes de parcimonie. Le but, c'est de faire le moins de pas possible en passant d'un élément A à un élément B. Si pour construire un arbre, on doit faire l'hypothèse, on passe de A à B, à C, à D et enfin à E, et dans un autre chemin, on passe de A à E directement, et bien on va choisir, on passe de A à E. Et enfin, les méthodes bayésiennes, c'est une série, on donne des règles à la base, on génère de très nombreux arbres, et peu à peu, hein, on va obtenir les arbres les plus probables. Et ça permet de resserrer en fait la chose. Alors les 3 méthodes, les 4 méthodes en fait ont leurs problèmes. Les 4 méthodes ont leurs forces. Globalement, il ne faut jamais en utiliser une seule. Je le dis d'autant plus que pour avoir vérifié les données qu'on retrouve publiées parfois, vous savez, sur les langues ou sur d'autres éléments, ça peut changer. C'est-à-dire que forcément, les chercheurs vont publier les arbres qui les arrangent le plus, mais en réalité, ils trichent un petit peu. Ça, c'est le problème des relecteurs qui font pas toujours, qui ne vérifient pas toujours leurs données. Voilà. Et maintenant, vous avez une feuille. Vous avez une feuille devant les yeux. Et sur cette feuille, il y a 5 versions de polyphènes. Il y a 3 versions qu'on retrouve en Europe. Et il y a 2 versions. Non, pardon, il y a 2 versions qu'on retrouve en Europe. Et on a 3 versions qu'on retrouve en Amérique. Et vous avez un arbre qui est présent ici. Comme ça, au débeauté, en découpant en petites unités, essayez de trouver à quoi correspond A, B, C, D ou E. Moi, je le connais, c'est bon. Alors, j'avoue que j'ai triché, j'ai pris dans Cosmogonie. Ceux qui ont lu Cosmogonie, essayez d'oublier. Bon, alors, je vous ai donné la structure de l'arbre parce qu'au niveau des probabilités, avec 5 versions, on peut faire avoir 105 arbres différents. Donc, je me suis dit que vous n'alliez pas tracer les 105 arbres différents. Ça veut dire qu'en fait, au niveau des structures possibles, quand on prend 5 versions, et au niveau des nœuds, hein, des structures de l'arbre, on peut avoir 105 arbres différents. Donc, il y a 105 manières de combiner les différents éléments, ce qui fait beaucoup, et seulement avec 5 versions. C'est pas un exercice facile, mais dites-vous qu'avant les statistiques, c'était le jeu. Les arbres, il y a eu des essais d'arbres, hein. C'est ce que faisaient les chercheurs. Donc l'idée, c'est de découper en petites unités. Vous découpez en petites unités, vous regardez, et pas en proximité globale. L'idée, c'est vraiment faire un travail scientifique. On regarde les points communs, enfin les traits C'est ça. pluriels, les unités Sachant que plurielles, plus il y a de traits communs, plus c'est proche. Je ne vais pas le faire, mais je vais l'idée. C'est pas un exercice qui. C'est comme ça que j'ai commencé, hein, avant de me mettre aux statistiques. J'ai commencé, j'ai passé 2 heures, je me dis bon, j'arrête, je vais trouver une autre méthode. Et vous avez la réponse en cosmogonie. Mais ce serait de la triche. Il faudrait s'en rappeler par cœur. C'est comme vous voulez. Mais on peut déjà donner la réponse. Moi, je peux toujours aider. Il y a beaucoup plus de mythèmes. Il y a beaucoup plus de mythèmes que ça, mais ça aide un petit peu, hein, avec des 0 et des 1. Alors, l'usage, vous avez remarqué, hein, il y a un double usage des ethnies, parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Les premiers termes pour désigner, par exemple, les pieds noirs, donc, clairement, au mieux, sont ethnocentriques, au pire, sont teints de
forme de sentiment de supériorité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous parlez des Nitsi Tapi, hein, les gens regardent avec de grands yeux en disant quoi. Donc, on est à un moment un peu frontière entre les deux, ce qui fait que j'use des deux termes pour le moment. Mais j'ai bien conscience des limites de pieds noirs ou, pire encore, de gros ventre. Hein, il y a clairement des limites qui sont très claires. Et ça ne veut pas dire que je suis solidaire avec, c'est juste dans un souci de communication. Alors, qui est-ce qui veut essayer? A, B. Regardez le nombre de 1 en commun. Bah, Grèce-Gascogne, hein, versus tous les autres. C'est ça. Donc déjà, on a deux ensembles. On a la Grèce, la Gascogne d'une part, et puis on a toutes les versions amérindiennes. Ensuite, bon, après, j'avoue que quand on prend les versions, ça aide aussi. Hein. Donc, on peut s'en douter, D et E, les deux plus proches, au niveau du nombre de 1, ça va être... C'est vrai qu'il est compliqué, parce que j'ai l'impression qu'il y en a. Ah, mais c'est pas forcément simple. Il faut imaginer ça avec beaucoup plus de 0 et de 1. En fait, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était ce corpus-là étendu. On est d'accord qu'il y en a 3 qui ont 4 1 en commun. Alors, il faut regarder, c'est mal. Hein. Bah, là, il y en a 4. Les gros ventres, il y en a 4. Les pieds noirs, il y en a 4. Exact. Mais Les pieds noirs, il il y en a y a quand même une 4. différence au niveau des Mais 1. Il y a un point commun entre les deux Nitsitapi. oui, donc c'est Nitsitapi, enfin les deux Nitsitapi. En fait, c'est ça, plus sont plus proches, proches. quoi. Sont Ouais. plus proches. En réalité, il y a beaucoup plus de points communs. C'est vraiment pour l'exercice. Okay. Voilà. Donc, du coup, on a un arbre. Pour rappeler, 105 arbres possibles, juste avec 5 versions. En fait, voilà, ça c'était la réponse. Voilà. Donc, ça, c'était l'arbre total que j'ai réalisé. Pour 57 versions, il y a 3,47 fois 10 puissance 88 arbres possibles. Hein, et pour vous donner une idée, le nombre d'atomes dans l'univers observable, ça oscille entre 10 puissance 78 et 10 puissance 82. Autant vous dire que l'informatique est mon ami. Voilà, donc ça, c'est ce pourquoi je me suis rabattu sur l'informatique. Après, il ne faut pas imaginer que je ne mets pas les données directement dedans, je n'ai pas directement les résultats. Ça met plusieurs jours à tourner généralement. Et ce que je disais, alors plus maintenant, parce que mais avant, il n'y avait pas d'enregistrement régulier. Et notamment pour cet arbre-là que vous voyez, c'est plus d'un mois. Ça tournait plus d'un mois. Et en fait, j'ai eu une mise à jour Windows la première fois. Au bout de presque un mois, en fait, il me restait plus que quelques jours à attendre. Ça se voyait, hein, on voyait le nombre. J'avais demandé de générer plusieurs millions d'arbres et j'étais sur le point d'arriver. Donc, vous savez, on surveille régulièrement en se disant l'ordinateur chauffe pas trop, tout va bien. Hein, j'avais même installé un petit ventilateur parce qu'il faisait chaud. Hein, et puis, mise à jour Windows. Et ben, je tiens à vous dire que cet arbre-là n'a failli ne pas voir le jour. Mais bon, il y a quelque chose maintenant avec le sourire, j'y pense avec le sourire. Et puis maintenant, il y a des enregistrements tous les 2-3 jours. Donc ça veut dire que si on perd quelque chose, on ne perd pas tout, et puis ça tourne beaucoup plus vite. Parce que les ordinateurs, la puissance des ordinateurs, l'air de rien, j'ai commencé en 2012, et depuis, la puissance des ordinateurs a largement augmenté. Donc voilà, autour du matriarcat primitif, on reconnaît la structure, il n'y a pas d'indication d'origine, de point géographique. J'avais travaillé par aire culturelle, alors je suis désolé si en anglais parce que j'ai publié l'article en anglais. On voit un enracinement en Afrique, le Soudan et l'Afrique de l'Ouest. On voit une diffusion en Amérique, une diffusion qui a lieu en deux temps. Vous avez ici un ensemble qui rapproche le Sahel et l'Amérique du Sud, un autre l'Amérique du Nord, et puis une diffusion ultérieure qui est propre à l'Eurasie. Il faut expliquer ce que veut dire enracinement. L'enracinement, c'est la base de l'arbre. Alors, pour savoir comment on localise la racine de l'arbre, c'est ce qu'on appelle un enracinement médian. C'est une manière automatique. Ça part d'un postulat qui veut que tous les motifs, là j'ai travaillé avec des motifs, tous les motifs évoluent, apparaissent et disparaissent à la même vitesse. Et ça calcule quel est le point d'équilibre entre les deux branches les plus lointaines. Donc ça permet d'estimer l'origine d'un arbre. C'est une méthode automatique, parce que sinon ce serait simple, il suffirait que j'enracine mon arbre directement en Afrique et que je dise « Ah oui, bah vous avez vu, c'est enraciné en Afrique ». Non, il y a des méthodes qui sont automatisées justement pour ne pas avoir à trancher à ce niveau-là. Donc voilà un autre exemple qui est lié à la mythologie du serpent. Donc un corpus complètement différent et j'obtiens les mêmes résultats. Donc on retrouve une diffusion depuis l'Afrique
Asie du Sud, Sahel, Amérique du Sud, double diffusion en Amérique et un développement ultérieur en Eurasie. Si jamais voilà, ça c'est encore le serpent, parce que j'ai étudié des motifs, des récits particuliers pour le serpent. En bas, c'est des récits qui sont liés au combat contre le dragon. C'est une base de données qui n'est pas de moi, qui vient de Font-en-Rose, qui lui a pensé de manière structurale. Donc, c'est-à-dire qu'il s'intéresse, voilà, il a codé les choses, mais il essaie de coder des structures. Et j'ai une diffusion via l'Eurasie et l'Amérique du Nord. Et puis en haut, c'est l'histoire de l'arc-en-ciel qui va boire de l'eau. Et ça aussi, quand on regarde, on suit la diffusion de la route sud. Bon, ça, je vous montre ça, mais en fait, j'en ai fait 3 livres. Il y en a un quatrième du coup qui est en cours, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Je prends des corpus, je prends les miens, j'en prends d'autres, et j'ai toujours les mêmes résultats. C'est qu'a priori, il y a quelque chose derrière. Alors bien sûr, tout le monde est vent debout dans la salle en disant oui mais non, on est dans les cultures humaines, on ne se met pas une version simplement comme ça, on emprunte des morceaux aux voisins, on va faire des modifications, et puis on peut s'emprunter aussi, on est dans notre peuple, la version à côté est quand même beaucoup plus sympathique, donc je vais prendre la version d'à côté. Et de toute façon, ça avec vos arbres, vous ne pouvez pas le mesurer. Si. Alors il y a plusieurs manières de vérifier les choses. D'abord, il y a la possibilité du réseau. Le réseau que vous voyez là, c'est qu'on ne part pas du principe que c'est purement arborescent, mais on part du principe qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des transferts latéraux. C'est-à-dire qu'on peut emprunter quelque chose au peuple voisin. Partout où vous voyez des losanges, c'est qu'il y a un message qui est bizarre. C'est-à-dire quelque chose qui est en commun entre des aires qui ne devraient pas se rejoindre. Donc il y a beaucoup de losanges, on est d'accord. En dessous, vous avez un chiffre, c'est ce qu'on appelle le score delta. Le score delta permet d'estimer dans quelle mesure limite, la structure est arborescente. Il est de 0,41. C'est un peu inférieur à ce qu'on a pour les langues, pour les familles linguistiques, quand on fait le même calcul pour les familles linguistiques. Et c'est un peu supérieur à ce qu'on obtient lorsqu'on travaille au niveau génétique. Ça veut dire, quand on observe la structure, on se rend compte que la structure, s'il y avait eu des emprunts dans tous les sens, c'est le moment où jamais, pour l'algorithme, c'est le moment où jamais on peut le voir au niveau de l'algorithme, et normalement, tout devrait être mélangé. Dans les faits, on conserve la structure. Vous voyez, l'Afrique, on retrouve une petite diffusion en Arctique, hein, ça c'est normal, c'est les diffusions ultérieures. En fait, l'Arctique a été peuplé très tardivement par rapport au reste des Amériques et par une poussée de population qui venait d'Eurasie, ce qui explique la proximité de l'Eurasie de l'Arctique. Vous voyez la proximité entre le Sahel et l'Amérique du Sud, et vous voyez la double diffusion en Amérique. Ça veut dire que la structure est la même. Si on travaille autour de polyphèmes, c'est la même chose. Sauf que comme c'est en Eurasie et en Amérique du Nord, c'est quand même plus simple, avec un score delta qui est beaucoup plus faible, hein, qui est de 0,34. Là, pour le coup, qui correspond à ce qu'on obtient au niveau génétique. Après, quand on a un arbre, eh ben, on peut voir dans quelle mesure l'arbre explique les données. Parce que finalement, on pourrait tricher, dire je demande un arbre et j'ai un arbre. Et que l'arbre explique bien les données ou pas, on pourrait ne pas le dire. Pour ça, on a quelque chose qu'on appelle l'indice de rétention. L'indice de rétention, ça permet de mesurer ce qu'on appelle l'homoplasie et la synapomorphie. En gros, dans l'arbre tel qu'il est construit, qu'est-ce qui est expliqué par un ancêtre commun? L'indice va de 0 à 1. Globalement, tout ce qui est les moyennes qui ont été établies dans un article de Collard, sauf que j'aurais dû le citer, je suis désolé, pour la biologie, c'est de 0,61, parce que tout n'est pas juste vertical en biologie. Et pour les données culturelles, ça tourne autour de 0,6. Qu'est-ce que ça donne pour les mythes? Alors, il y a des choses qui sont très basses pour par exemple, tout ce qui est textile. L'indice de rétention est extrêmement faible, parce qu'on s'emprunte très facilement, finalement, les motifs au niveau du textile. Et au niveau de la mythologie, les deux exemples que je vous donne, on a Polyphème, c'est 0,6. Bon, c'est légèrement en dessous des données biologiques. Et le matriarcat primitif, c'est 0,7. Voilà. Donc, on peut dire, hein, il s'agit d'un modèle, mais on peut dire que le modèle explique la variabilité des données. Vous vous rappelez, on avait vu au tout début la rhéologie. Globalement, les statistiques confirment la rhéologie. On a juste rajouté des flèches sur la carte. Vous allez me dire, est-ce que le structuralisme, je suis désolé, c'est un peu provocateur hein, comme question, mais est-ce que le structuralisme, finalement, il y a des statistiques? Est-ce qu'on peut le rendre soluble dans la philomythologie, histoire qu'il y ait quelques arrêts cardiaques dans la salle?
De manière générale, je vous donne tout de suite la réponse. Il y a une compatibilité, mais qui est partielle, hein, qui n'est pas à 100%. On ne peut pas traduire entièrement un champ dans l'autre champ. Et par contre, c'est complémentaire d'un point de vue méthodologique. Alors plus précisément, hein, ce qui est partagé, c'est qu'on a des unités discrètes, des mithèmes, quelle que soit la manière dont on définit mithème. On a des transformations qui sont progressives. Un récit ne se transforme pas brusquement en un autre récit radicalement différent, sauf quelques cas extrêmes, et c'est transmissible. Rappelez-vous, Lévi-Strauss, un mythe, on croit le répéter en le transformant. Une transformation n'altère que très rarement l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a cette structure qui reste et on garde le caractère de groupe. Ça veut dire qu'on peut rendre les choses comparables, dans du comparatisme de toute façon. Après, l'approche structurale, ça montre les relations entre les mythes. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on va revenir dessus, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être traduites en chiffres. Parfois, hein, il y a des notions d'analogie. Et l'analogie, c'est très compliqué de traduire ça en chiffres binaires, en 1, en 0. Les oppositions, c'est compliqué. Ce que je peux mesurer, c'est l'écart. Quand il y a une opposition, moi, je vais le mesurer il y a un mythème là, il y a un autre mythème là. Alors que ce que permet le structuralisme, c'est de comprendre comment on passe d'un mythème à un autre mythème. Pareil pour les inversions, pareil pour les équivalences fonctionnelles. Et puis, on peut analyser les choses sans tenir compte des contenus concrets. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir des notions morales qu'on peut analyser et on peut voir, par exemple, que la valeur de tel récit va changer par transformation avec une autre valeur. Donc, dans le structuralisme, le sens naît des relations et pas des éléments isolés. Tandis que dans la philomythologie, je manque d'imagination. C'est un peu provocateur, non? Ça veut dire que juste j'aime bien ce qui est mesurable. On peut mesurer, voilà, on peut diviser, il y a des traits qui sont mesurables. On peut faire calculer l'écart différentiel entre les versions. On peut faire des arbres phylogénétiques, on peut faire des réseaux. Et, ça on va en parler, hein, on peut reconstruire des protomythes et une protomythologie. Bref, on passe du qualitatif au quantitatif. L'éternel débat en sciences humaines. Voilà. Donc, est-ce que c'est soluble, hein? Pour répondre à la question, c'est le même objet, c'est des angles qui sont simplement différents. Les deux concepts peuvent se traduire en partie, mais pas complètement. Ce serait presque un sens au sens kuhnien de paradigme au sens kuhnien, c'est-à-dire que Kuhn, qui est un philosophe des sciences, défendait l'idée qu'il y avait des paradigmes en sciences et que les paradigmes n'étaient pas complètement réductibles les uns aux autres. En simplifiant, Newton, quand il y a eu la théorie de la relativité restreinte puis générale d'Einstein, tout Newton n'est pas réductible dans la théorie générale. Mais la théorie de la relativité générale fonctionne mieux pour ce dont on a besoin actuellement. Avec Newton, on pouvait aller dans le système solaire, avec la théorie de la relativité générale, on peut aller à travers l'univers tout entier. Puis on trouvera sans doute mieux par la suite. Alors, je ne mets pas en relation, je ne dis pas que la philomythologie, c'est Newton, ou parce que je viens de réaliser l'implicite de la chose, hein. Je veux juste dire que ce n'est pas réductible. Les paradigmes ne sont pas réductibles l'un dans l'autre. Et tout ce qui est relationnel n'est pas toujours mesurable, mais sur des champs qui sont différents. Voilà. Alors, il y a quand même eu des essais, c'est pas de moi, c'est de deux chercheurs, de Marc Tullard et Jean-Luc Lequelec. Ils se sont attaqués à la formule canonique, hein, de Claude Lévi-Strauss et ont tenté de montrer que cette formule canonique pouvait être traduite de manière mesurable et en termes phylogénétiques. Bon, c'est une interprétation, vous savez que la formule canonique a fait couler énormément d'encre, hein, a été interprétée de très très nombreuses façons différentes. Je trouve que la piste est intéressante, même si, en ce qui me concerne, je maintiens l'idée qu'il y a une forme enfin, on ne peut pas traduire tout à 100%. On ne peut pas traduire la philomythologie en structuralisme brut et le structuralisme en phylogénétique brut. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'on pourra finalement peut-être que le structuralisme sera soluble dans la philomythologie. C'est un essai, hein, c'est un essai qui a été tenté. En état des choses, pour le moment, pour moi, c'est juste au niveau de l'essai. Mais je devais le dire. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la philomythologie? Vous vous rappelez, hein, pour le moment, à partir des mythes, on a pu reconstruire des chemins de diffusion. À partir des mythes, on a pu voir, grosso modo, comment on en est. Alors, il y a plein de choses je n'ai pas abordé. Par exemple, on peut postuler la façon dont ça évolue, on peut montrer que ça évolue par à coup. Enfin, à partir du moment où on jongle avec les statistiques, on peut faire
démontré pas mal de choses. Mais si on revient à l'art rupestre, hein, vous vous rappelez, l'idée c'était comment savoir ce qui était représenté. Parce qu'il est bien avec la phylomythologie, quand on a un arbre, hein, quand on s'est assuré que l'arbre était solide, qui expliquait bien les données, quand on s'est assuré que les réseaux ne cassaient pas complètement la structure, en gardant en tête l'idée qu'il s'agit d'une hypothèse explicative, parce que finalement, c'est un modèle, ça permet d'expliquer une partie de la variabilité, ça n'explique pas tout. L'indice de rétention, il n'est pas de 1. Les réseaux, c'est pas juste, parce que si les réseaux étaient parfaits, ben, il n'y aurait pas de losange. Non, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et bien, comme on connaît les traits qui sont présents en haut, on peut en inférer les traits qui sont présents au nœud inférieur. Si vous avez deux versions ou deux traditions culturelles, on va prendre deux versions, parce que sinon je vais embrouiller tout le monde en jonglant sur les différents niveaux, qui partagent le même trait. Ben, il y a des chances que l'ancêtre commun à ces deux versions ait ce trait. Par contre, si on a un ensemble de trois versions, on a deux versions très proches qui partagent le même trait, puis on a une version en dessous qui ne partage pas le trait. Déjà, il y a moins de chances qu'au niveau du nœud, hein, à la base, on ait que le trait ait existé. Bon, voilà, l'exemple est clair, hein, parce qu'on voit les points noirs, on voit les points blancs, c'est assez facile. Euh, vous voyez là, il y en a un, le camembert n'est pas complètement fermé. Il y a un petit trait blanc. Bon, ça, je vous avoue que j'ai choisi quelque chose de lisible. En réalité, on a plutôt des chiffres du type qu'il y a 75,46% de chances que ce trait existait, et les camemberts sont beaucoup moins clairs en réalité. Sachant que là aussi, il s'agit de reconstructions qui dépendent du corpus, qui dépendent des paramètres choisis, et donc qui sont dépendants du modèle. Bon, je tiens à dire que les reconstructions, généralement, je m'appuie sur plusieurs corpus, plusieurs modèles, que j'essaie au maximum de limiter les choses. Et qu'est-ce qu'on peut reconstruire? Commençons par la matriarchie primitive, donc un mythe lié aux premières sorties d'Afrique. J'ai pu reconstruire plein de choses, mais il y a un élément qui m'intéresse, c'est les femmes possédaient le savoir sacré, les sanctuaires ou les rituels sacrés, ou ont tenté de s'en emparer, et ce trait-là, on va le retrouver à la base du clade qui correspond à l'Eurasie, donc une diffusion plus tardive qui correspond au peuplement de l'Europe. Euh, Ça veut dire que les femmes ont pensé qu'elles possédaient quelque chose qui était important pour la communauté. Et d'ailleurs, quand on travaille sur le feu, hein, les mythes liés au feu, euh, sachant que les données ont été vérifiées sur deux corpus différents avec les mêmes résultats, on peut dire on peut reconstruire qu'une personne de sexe féminin est le possesseur ou le créateur du feu. Donc la femme possède quelque chose d'important et de vital. Ensuite, si on regarde Polyphème, ah oui, alors ça c'est encore autre chose. Je ne vais pas vous montrer tous les arbres parce que sinon, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. J'ai arrêté de les compter. Là, c'était encore autre chose. J'avais travaillé sur les récits concernant la création du monde avant la conquête du nord de l'Eurasie. On avait la Terre est un être féminin et associé à la femme. C'est pas universel. La Terre féminine, c'est pas un archétype, c'est pas universel. Voilà, donc on a la femme qui possède quelque chose d'important, on a la Terre qui est féminine. Si on travaille sur Polyphème, on peut reconstruire le récit suivant. Donc celui qui nous intéresse, l'Eurasie, est en haut. Un chasseur humain affronte un ou plusieurs monstres. Bon, ça, les corpus ont changé, et ça dépend aussi du seuil d'acceptabilité des mythèmes retenus, qui possèdent un troupeau d'animaux sauvages. Il entre dans ça dans leur demeure, le où les monstres piègent l'homme avec les animaux en fermant l'issue, puis ils attendent l'intrus à la sortie pour le tuer. Pour s'échapper, le héros s'accroche à un animal vivant. En dessous, il y a la version amérindienne. Je surveille juste l'heure. On passera à la version amérindienne. C'est le moment de mettre pause si vous regardez la vidéo. Et quand on prend l'ensemble des éléments, donc un maître ou une maîtresse d'animaux, on a la terre qui est féminine, on a l'idée que la femme possédait à l'origine quelque chose d'important, de vital, hein, que ce soit des objets rituels ou le feu. On prend l'ensemble, hein, et on se retrouve avec quand même les éléments de base d'une croyance qui est largement répandue en Eurasie, qui est celle du maître ou de la maîtresse des animaux. Le maître ou la maîtresse des animaux, c'est l'idée que un maître ou une maîtresse d'animaux qui détient les animaux qui sont importants, et ces animaux qui sont importants sont sous la terre. Et le maître ou la maîtresse des animaux les relâche à intervalles réguliers. Alors parfois, c'est pas dire, on ne traite pas directement avec le maître ou la maîtresse des animaux, mais avec un intermédiaire qui est généralement un animal qui n'est pas gibier. Vous vous rappelez, dans l'art rupestre, ce pas des animaux qui sont chassés, qui sont représentés. En Eurasie, c'est souvent une maîtresse des animaux.
Et il y a une alliance, en fait, c'est Robert Tamayon qui a travaillé dessus, et qui a bien montré qu'en Sibérie, il y a l'idée d'une alliance. En fait, le chaman arrive et va tenter de séduire la maîtresse des animaux pour obtenir du gibier, la maîtresse des animaux. Donc on se retrouve avec des traits, une croyance qui existe, un système qui existe encore aujourd'hui. On se retrouve avec des traits qu'on retrouve dans l'art rupestre. Ça ne veut pas dire pourtant, on est en termes statistiques. Hein. Je rappelle, c'est des questions de pourcentage. Il n'y a aucune certitude à 100%. Il y a d'autres choses qu'on peut reconstruire, par exemple, il y a l'idée, dans tout ce qui est chamanisme, et surtout maîtresse des animaux, parce que le chamanisme en tant que tel, c'est encore un autre problème, que l'animal, une fois qu'on l'a mangé, il faut conserver au moins une partie des ossements, parce qu'à partir de ces ossements, on a la possibilité de refaire vivre l'animal. Et avec d'autres corpus, on peut montrer que cette croyance existait. Et mieux encore, on trouve des ossements fichés dans les parois des grottes. Vous voyez, il y a plein d'éléments. Et si on applique donc ça, hein, les représentations d'animaux dans un cadre organisé, les représentations de vues, la participation du relief au discours, les animaux qui sortent, qui rentrent, la mise en valeur des trous d'ombre, etc., prend son sens. Bon, petite blague, forcément. Et, j'arrête, voilà. Et sinon, tu as un vrai métier, Ah oui, genre chasseur-cueilleur, vu. qui est un classique. Et si on prend un exemple concret, j'aurais pu prendre Chauvet, ça marche très bien Chauvet, j'en parle dans Cosmogonie, mais en fait, je vais prendre une grotte que j'aime beaucoup, parce que je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cette grotte, c'est la grotte de Pêche-Merde, et au fond de la grotte de Pêche-Merde, il y a une partie, alors, visitez-la si vous pouvez, il y a une partie qui est visitable, et puis une partie qui n'est pas visitable. Et pour y aller, il faut ramper, faut se couvrir de boue, et c'est ce qu'on appelle la salle des antilopes. C'est la partie la plus ancienne. Et dans la salle des antilopes, il y a des stalactites. Et dessus, vous voyez, qui sont là, hein, qui apparaissent. Et en fait, ça ressemble à des seins. Et les hommes d'alors l'ont repéré puisqu'ils ont mis un petit point noir sur ce qui ressemble à des mamelons. La terre est bien féminine. Et à côté, il y a ce qu'on appelle les antilopes, qui en réalité sont plutôt un mélange. Il y a du cheval, il y a du bouquetin, il y a du mégacéros. Il y a des chercheurs qui ont trouvé d'autres animaux dedans. Donc des animaux encore indifférenciés à côté de cette féminisation, hein, de la paroi, comme si ces animaux allaient émerger. Et si on va plus loin, hein, alors là on change de salle, une salle qui est plus récente, mais qui est toujours à Pêche-Merde. Et quand il y a une paroi, en fait, on regarde au plafond, il y a un entrelac de tracés. Vous voyez, hein, les représentations, ça ressemble à ça. Et dedans, il y a des animaux qui sont représentés, et il y a des femmes aussi qui sont représentées. Et tout se passe, le spécialiste hein, qui s'appelle Laure Blanchet disait, c'est comme une naissance du monde, parce qu'on voit les traits des animaux qui sortent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans cet entrelac hein, de tracés, il y a des femmes superposées à des mammouths. Et ce qui est extrêmement intéressant, alors, ce motif de la femme superposée au mammouth, on le retrouve dans d'autres grottes de la même époque, donc ce n'est pas un phénomène isolé, c'est que, mais ça nous emmène encore sur autre chose, et puis sur le chemin du structuralisme cette fois-ci, il y a la possibilité de montrer, on retrouve en Sibérie des récits où le mammouth est un maître des animaux. Et par transformation, par ce que je vous disais, hein, les approches sont complémentaires, par relation, opposition, transposition, on peut montrer que cette idée du mammouth qui est un maître des animaux, on le retrouve en Amérique du Nord jusqu'en Amérique du Sud. C'est-à-dire que là, je n'ai pas travaillé dessus avec la philomythologie, j'ai travaillé dessus avec des outils empruntés au structuralisme, mais les deux se rejoignent. Bref, juste pour conclure, et c'est parce qu'on parle vraiment, parce qu'il faut toujours se méfier. Hein. À partir du moment où vous voyez des chiffres, il faut toujours chercher la petite bête. Règle numéro 1, pour avancer, il faut petit 1, multiplier les bases de données. Comme je vous disais, je ne les compte plus. Et les bases de données, sur le même récit, j'en ai créé sur la chaise cosmique, sur Polyphème au tout début. J'ai multiplié les bases de données en essayant de varier au maximum les mitaines, hein, ce que je vous dis. J'ai emprunté, par exemple pour la chaise cosmique, des bases de données qui n'avaient pas été réalisées par moi. Bon, pour Polyphème, il n'y avait que mes bases de données sur le moment, mais donc je les ai variées. Pour Pygmalion, enfin voilà, j'ai modifié, et puis les bases de données étaient de plus en plus grandes. Donc forcément, ça a une influence sur la structure normalement. Bon, les choses se ressentent. Après, il faut changer la définition du récit type, parce qu'on parle de récit type, de motif bien défini. Mais en fait, il y a plusieurs manières de définir un récit. Donc, il faut changer un petit peu la définition à chaque fois, changer les angles d'approche. Il faut modifier le nombre de versions analysées, mais ça, c'est un travail sophistique classique. En gros, on demande un échantillonnage
arbitraire, ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est la machine qui va tester la solidité des résultats obtenus à partir de cet échantillonnage. Il faut utiliser différents types d'outils statistiques, parce que chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Puis il faut toujours vérifier que ce qu'on obtient n'est pas une impression, que ça explique bien les données. Il faut croiser les résultats avec la génétique, avec l'archéologie. Il faut utiliser différentes méthodes en mythologie. Et il faut regarder si tout se ressemble. C'est-à-dire si j'obtiens les mêmes résultats à partir de bases de données complètement différentes. Parce que si j'obtenais à chaque fois des résultats différents, il y aurait un problème quelque part. Voilà, ça, c'est les sécurités scientifiques. Par contre, clairement, on est dans les statistiques et on est dans quelque chose qui peut être réfuté. Il y a, alors je le cite très souvent, hein, si vous avez écouté déjà des présentations, il est possible que vous ayez déjà entendu le citer, mais je trouve que c'est vraiment un appel à la prudence que j'aime beaucoup. Georges Dumézil disait que de toute façon, cet entretien avec Guéribon, disait que de toute façon, ces livres, à un moment ou à un autre, seraient périmés. Il disait, mais c'est pas grave, il suffit de changer de rayon et de passer du rayon science au rayon fiction, ce qui est aussi une belle place. En fait, toute théorie a vocation à être dépassée, hein, ou à être réfutée. C'est juste qu'il faut prendre le risque, hein, que ce soit le cas. C'est un peu comme des caplas qu'on pose, les choses se ressemblent. Ok, la tour pour le moment tient, je pose mes caplas, ça tient, ça tient, ça tient. Mais je sais pertinemment qu'à un moment donné, il y aura un capla de trop. Et que ce capla de trop fait que la tour tout entière s'effondrera, bah, tant mieux, il y aura quelque chose de meilleur après, hein, normalement. Qui ne peut pas se réjouir de la chose. Voilà. Et si vous voulez approfondir, plutôt que lire tous les articles, parce que là aussi j'ai arrêté de les compter, de temps en temps je produis des synthèses, hein, qui permettent aussi de faire d'un pas d'arrêt et puis de réfléchir. Le premier cosmogonie, c'est pour ceux qui sont vraiment pas d'accord avec le côté où j'essaie de répondre à tous les contre-arguments. L'Aube des mythes, il y a plus d'histoires, et puis Dragon, j'avoue, je me suis un peu plus amusé, hein. Ceux qui aiment les histoires de Dragon, j'avais envie de raconter, donc j'avais promis à l'éditeur un livre de 200 pages, finalement ça fait quoi, 400, 500 pages, et plus de 1000 références. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon, ben merci beaucoup pour cette présentation de la méthode phylogénétique des mythes ou phylomythologique. Alors évidemment, j'ai énormément de questions ou de remarques. Peut-être je vais commencer tout de suite par l'histoire des mythèmes, comme ça, au moins on est débarrassé. Donc, une des choses que je trouve les plus fertiles dans le structuralisme, pas seulement d'ailleurs de Lévi-Strauss, mais au fond déjà de Saussure, enfin vraiment une des intuitions qui me semble vraiment les plus centrales, le nœud de l'arbre structuraliste, s'il fallait le faire, c'est justement l'idée selon laquelle les observables dans les sciences de la culture ne sont pas donnés. Alors, l'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple linguistique, c'est dans le domaine du langage parlé, la simple observation des pratiques langagières ne permet pas de découper en petites unités et de construire des critères de récurrence, de proximité et de distance en termes de ressemblance ou de dissemblance par accumulation précisément de traits. Alors, et concrètement, exemple, la phrase je veux manger, donc elle nous semble découpée en petites unités. Le veux nous semble proche de je veux partir, enfin, le je veux nous semble proche de je veux partir, etc. Mais si on cherche à se fonder uniquement sur des données observables, par exemple, on utilise en fait des courbes de fréquence, on enregistre le son, on le traduit en courbe de fréquence et on cherche à mesurer la distance. Et là, c'est de la quantification. On est dans le quantifiable. En fait, on aboutit à rien. On aboutit à rien. C'est-à-dire que les données sont trop continues. Donc, les discontinuités perçues par les locuteurs n'apparaissent pas ni sur les courbes de fréquence, ni sur les radiographies des gestes articulatoires. Autrement dit, aucune des substances observables qu'on va se donner vont permettre de construire des métriques qui permettent de savoir quelles sont les proximités, les distances. Donc on se trouve avec un double problème qui est le même en réalité, qui est le problème de la segmentation, n'est-ce pas, en petites unités, et le problème aussi des identités. Donc ça, c'est le problème comparatiste. Le problème des identités, puisque donc c'est la fameuse question des variantes facultatives. On peut avoir des R roulés, non roulés, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois,
des, des termes, enfin des réalisations observables qui sont très éloignées dans l'espace phonétique, sont en fait identiques du point de vue phonologique, et inversement, peuvent être très très proches du point de vue phonétique et complètement distincts du point de vue phonologique. Et on n'a pas de distribution claire. Bon, ça, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le point pour moi, ça, c'est vraiment le point de départ. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas une hypothèse, il y a surtout un problème. En fait. Il y a un problème qui est celui justement des unités et des discontinuités. Alors, l'hypothèse, c'était de dire, ben, en fait, c'est que ce qu'il faut chercher, c'est des écarts différentiels. Donc, autrement dit, c'est normal qu'il n'y ait pas de rapport entre la ressemblance des performances verbales et l'identité des signes, parce que ce qui est préservé dans les performances verbales, c'est en fait des écarts. C'est des écarts différentiels. Bien. Donc, ça, Lévi-Strauss l'applique. Est-ce qu'il a raison? Je ne sais pas. Justement, ça prouve que ce n'est pas du tout évident. Mais l'idée, c'est ce qu'il y a derrière le mythème, c'est l'idée que c'est pareil dans le champ de la mythologie, et au fond, c'est pareil dans l'ensemble des pratiques culturelles. Et donc, le mythème, c'est bien effectivement l'idée selon laquelle ce qui va constituer l'unité, c'est en fait simplement l'existence d'un trait différentiel. C'est pas qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, n'est-ce pas? Pour prendre un exemple sur lequel on a travaillé dans le cours, par exemple dans l'article Structuralisme et écologie, l'exemple des siphons de clam et des cornes de chèvre. C'est le même mythème, n'est-ce pas? Donc évidemment, du point de vue des méthodes statistiques utilisées aussi bien par l'aérologie que en fait, par la phylogénétique, c'est des observables différents, en fait. C'est des entités différentes. Bien sûr qu'ils vont pouvoir être corrélés, etc. Mais pour Lévi-Strauss, le mythème, c'est justement quelque chose qui neutralise, en fait, les valeurs, positives ou négatives. Ce qui est important, c'est que les traits soient réalisés. Et ce qui est important, c'est que, éventuellement, les permutations de valeurs sur au moins deux traits soient corrélées. C'est-à-dire, si on en permute une, on en permute une autre. Donc, c'est les traits qui sont liés ensemble. Donc, le mythème, c'est plutôt quelque chose comme une sorte de nœud de traits. C'est ça qui fait le mythème. Donc, effectivement, on est assez loin de la notion de motif. Et alors, évidemment, on ne peut pas du tout être d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'il donne énormément d'exemples, et je vais revenir sur l'Amérique, parce que le fait qu'il travaille sur un matériel américain est peut-être une des raisons de cette vision structuraliste qu'il emprunte en fait à Saussure, quoi, et à Jacobson. Mais donc, il donne énormément d'exemples. Ce que vous avez dit, bon, ça ne bascule pas d'un coup. Les cornes de chèvre et les siphons de clam, il n'y a pas d'écartement progressif entre les deux, où on passerait par des trucs un peu moins mous que des cornes de chèvre pour arriver à un truc super mou qui est le siphon de clam. Non, au contraire, c'est justement ça que veut dire discontinuité. On bascule d'un coup de l'un à l'autre. C'est justement d'ailleurs pour ça qu'on voit que c'est identique, parce que cette inversion du mot et du dur correspond à l'inversion du maritime et du montagnard, à l'inversion aussi, ils ont du rapport à la richesse. Donc il y a plusieurs inversions, au moins deux, ça nous suffit. Donc là, on a des effets de discontinuation. Alors si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, du coup, on a un problème, parce que ce qui était très très beau aussi dans votre présentation, c'est que vous commencez par une distribution complémentaire, par une corrélation d'opposables entre deux énormes ensembles mythiques sur deux énormes parties de la surface de la Terre. Alors évidemment, d'un point de vue un peu comme ça, transformationnel, on se dit, c'est le même. C'est justement parce qu'ils sont systématiquement opposés que c'est le même. Alors là, en l'occurrence, vous voulez dire, non, justement, c'est pas le même. Ça veut dire qu'il y a deux histoires différentes, quoi. Et j'ai absolument aucune raison de ne pas vous croire, hein, je vous crois tout à fait. Mais je me dis, mais ok, mais comment ça se fait, si on accepte, et vous l'acceptez, que les mythes aient une nature transformationnelle, c'est-à-dire que répéter un mythe puisse être, non pas le transformer petit bout par petit bout, mais l'inverser d'un coup quand même si on peut garder des trucs, mais il y a quand même des inversions. Comment ça se fait? Imaginons donc que, par exemple, ces populations originaires, il y en ait deux, et qu'effectivement, il y avait une première version qui était le plongeon cosmogonique, disons, et que l'autre, pour se distinguer, dans l'hypothèse lévi-straussienne, vraiment une sorte de génétique de la création du mythe, enfin de la génération du mythe, pour se distinguer, elle inverse en fait, elle fait une sorte de petit, donc elle inverse les différents traits. Très bien. Puis ça s'éloigne et ces populations divergent géographiquement et elles développent. Mais puisqu'elles l'ont fait une fois,
pourquoi ils ne le refont pas dans l'autre sens? C'est un peu mystérieux. Il y a un truc que je trouve assez curieux dans ce que ça suppose. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui fait tenir certaines variantes, quoi, contre les tentatives permanentes, probablement, de produire des transformations et des inversions, et qui ne peut pas vraiment s'expliquer par l'ancienneté. Je veux dire, l'ancienneté, enfin, je veux dire, elles peuvent être preuves d'ancienneté, mais elles peuvent pas, ça vous dérange pas du tout, au fond. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ces versions, enfin, dans ces récits, qui peut-être, enfin, je sais pas, est-ce que vous auriez pas envie de dire quelque chose sur le fait que ça tienne? Je, Voilà. je vous Voilà, laisse ça c'est la continuer. première question. Après, j'en ai une dizaine d'autres. D'accord? Alors, je vais essayer de remonter dans le temps, hein, sans utiliser la phylogénétique. Mm, Commencer par la première partie, qui est celle de l'unité, mm, qui est celle de l'unité d'analyse. Là aussi, il y aurait de quoi parler pendant une demi-heure. Premièrement, l'exemple phonologique n'est pas un exemple sémantique. Moi, je suis situé mm, au niveau du sémantique. Et si on cite Lévi-Strauss, je suis désolé d'utiliser vos propres, vos propres armes, Lévi-Strauss disait qu'un mythe peut se traduire. mhm, C'est-à-dire qu'il peut être réduit à du matériel sémantique et que par conséquent, il peut être comparé. Quand on compare deux récits, on le compare d'un point de vue sémantique avant toute chose. Alors, il n'y a aucun problème, je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, il y a plein de choses que l'analyse quantitative ne peut pas mesurer, même d'un point de vue sémantique. Pour ce qui est de l'exemple, ah oui, le substrat. En fait, pour ce qui est des motifs, parce qu'il y a les mythèmes, il y a les motifs, on sait comment fonctionne le cerveau et en fait, on emmagasine sous forme de scène. C'est-à-dire que lorsqu'on voit quelque chose, votre cerveau va combiner tout ce qui relève. Par exemple, là, quand je me rappellerai de vous demain, globalement, je vais combiner entre l'entrée dans la salle et ma sortie de salle et je vais tout combiner dans mon cerveau. Ça correspond à une sorte de motif. Le cerveau fonctionne par épisode. Donc, on a un substrat pour le motif. Pour les mythèmes, de la même manière, on sait maintenant que certains neurones, en quelque sorte, s'allument lorsqu'ils sont liés à un certain concept ou à certaines phrases. Donc, on n'y est pas encore, hein, mais il y a des idées qui indiquent qu'il y a quand même un substrat si on se base sur le sémantique. Ensuite, l'exemple avec l'éclat, mais un peu de la triche, parce que ça a été quand même sorti dans un débat particulier, hein, où Claude Lévi-Strauss voulait absolument avoir raison, et donc il a quand même choisi quelque chose de profondément radical. La philomythologie, juste avec deux, trois versions, ne peut pas faire grand-chose. On travaille sur des corpus qui sont beaucoup plus grands, ce qui veut dire que le problème de l'inversion totale ne se pose pas, puisqu'on a des points, en fait, on a des points communs, on trouve des versions qui sont des versions intermédiaires. Si on se retrouvait dans la même situation que Claude Lévi-Strauss, je tiens à le dire tout de suite, je bascule en structuralisme, hein, et j'ai aucun problème à le dire. Après, comment expliquer justement la possibilité en Amérique qu'il y ait le système structural fonctionne si bien et comment le rendre combinable finalement avec la philomythologie. Claude Lévi-Strauss, conclusion de l'homme nu, se rend compte, hein, que l'Amérique du Sud est moins diversifiée au niveau mythologique que l'Amérique du Nord. Et il propose pour ça un lien avec le sens de peuplement des Amériques en disant, bon, ça veut dire qu'en fait, plus il y a de nouveaux peuples, plus les versions se complexifieraient. Mais on peut voir les choses autrement. Imaginez, vous avez des petites populations, parce que finalement, les Amériques, ce n'est pas un énorme amas qui est arrivé, qui est descendu, un pareil pour l'Eurasie du Nord, c'est une série de petites populations, chaque petite population bourgeonnant d'une population précédente, et d'ailleurs, dans les arbres phylomythologiques, on a des signaux statistiques qui indiquent qu'il y a des choses qui sont cohérentes avec ça. Eh ben, on a ces versions, on a plus ou moins le même récit, alors qui se transforme un petit peu progressivement, mais sous forme d'une sorte de clean sémantique, on oublie telle chose, on rajoute tel détail, et qui va se diffuser. Puis après, les populations s'installent, c'est la croissance, et on regarde le voisin. Et là, on se dit, ah, le voisin, il a quand même un récit qui est un peu trop proche de moi, et ce que je vais faire, c'est que je vais le modifier, je vais l'adapter à ma culture. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec des récits qui vont se retrouver en opposition, ou du moins en relation structurale, et qui partent d'une même base. Cette solution permet à la fois de résoudre, en fait, ça montre qu'il n'y a pas d'antinomie en réalité, c'est juste à quel niveau de sens on se place. Ça veut dire qu'on a de la diffusion d'abord, puis on a les inversions qui ont lieu après coup, et ce qui est normal, ça a été documenté. Lévi-Strauss cite un exemple dans l'homme nu, mais j'en avais trouvé d'autres. Voilà, c'est des choses qui sont documentées. Quand on est en guerre avec un pays, ben, on ne va pas garder la même histoire que lui. Enfin, il y a un moment, on ne va pas partager la même histoire que nos ennemis, on va au moins changer quelques détails. Ça s'observe même actuellement dans... j'ai un ami qui est... Enfin, un ami. Une connaissance, un collègue,
qui est folkloriste en Ukraine et qui a dit que les versions sont en train de changer actuellement pour se différencier des versions russes. Donc actuellement, on a un effet d'évolution, ce qui est assez logique en fait. Ce qui est assez logique, on essaie de ne pas garder les récits de Lénior. À ma connaissance, il n'a rien publié, c'est sous réserve de. Hein, on est bien d'accord. Je n'assume pas le propos tant qu'il n'est pas publié et documenté. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez significatif. J'essaie de me rappeler de la suite, parce qu'il y a eu Bah, Là, tellement vous, de... là, vous y arrivez tout de suite. Pourquoi est-ce que, si vous, donc on admet qu'il y ait Ah cette oui, la permanence. générativité voilà, transformationnelle, pourquoi ça... Si vous me permettez juste une petite incise sur la question de l'Amérique, moi j'ai été très frappé, effectivement, dans le graphe, parce que du coup, on a l'impression qu'il y a quand même une spécificité, enfin, ça va dans le sens de Lévi-Strauss, d'une spécificité américaine, parce que quand même, c'est le double continent américain, est vraiment celui où les deux grandes lignée, si j'ose dire, en fait, finalement, se retrouvent. Et c'est là où on voit que ça se mélange le plus, surtout en Amérique du Nord. C'est très frappant. Et ça, bon, voilà, c'est assez mignon parce que ça permet de penser pourquoi Lévi-Strauss. En tout cas, c'est une sorte d'interprétation philo-mythologique de la méthode structurale. Pour le coup, là, elle est soluble parce qu'on dirait, bah oui, forcément, si tu travailles sur des matériaux américains, tu vas te retrouver avec des oppositions parce qu'en fait, c'est un point de convergence entre ces deux familles qui sont elles-mêmes dans une sorte de distribution complémentaire. Donc ça, c'est une petite. Mais voilà, donc si vous acceptez qu'il y a que le mythe est une nature voilà, différente, enfin, transformationnelle, mais ça veut dire aussi qu'il fonctionne par distinction, euh, ouais, qu'est-ce qu'on dit de la permanence, hein? Alors, pour ce qui est de la permanence, c'est quand Est-ce que même ça vous une grande intéresse? question. Mm. Alors, non, parce que je travaille sur la variabilité. Hein. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est les écarts. Si tous les récits étaient les mêmes, je ne pourrais rien faire, en fait. Ce serait juste la répétition toujours de la même chose. Et, euh, et de fait, hein, on aurait une sorte de grand bazar s'il n'y a que des petits points de détail qui changent de manière aléatoire, de grand bazar. Si on étudie par exemple les versions de chasse cosmique, le premier arbre dans les premiers campus que j'ai travaillé, c'était assez frappant parce qu'on voyait, ça partait de la Grèce, on voyait que ça traversait la Sibérie, on arrivait en Asie du Sud, je suis en train de dire des bêtises, du Nord-Est, on arrivait en Colombie-Britannique et on arrivait en Amérique du Nord. Ça veut dire que ça se suit. Mais ce qui se suit, c'est pas le même récit qui est répété. C'est des adaptations différentes du récit et ça évolue. En fait, il y a là probablement un point de. Il peut y avoir un malentendu qui est dedans. C'est que ce qui m'intéresse, ça n'a jamais été la permanence. En fait, quelque chose qui est permanent, ça veut dire que l'esprit humain serait complètement figé et ne bougerait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les modifications. Après, les modifications, le structuraliste va par exemple regarder pourquoi telle histoire va s'adapter de telle manière différente. Là-dessus, je ne peux pas dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est les écarts. Après, pourquoi est-ce que la structure de base reste? Pourquoi est-ce que la structure de la Vulgate reste en Amérique? Pourquoi est-ce que le dénicheur d'oiseaux, on va le retrouver dans les... Est-ce que je peux retourner la question d'un point de vue structural? Mm. Pourquoi est-ce qu'on va le retrouver des deux côtés? Euh, une hypothèse explicative, et là c'est plutôt science à la neurobiologie d'expliquer les choses, c'est qu'on a un biais d'observation. En Occident, on est à la recherche du nouveau. On cherche tout ce qui est nouveau, on cherche les idées qui changent un petit peu. C'est les effets de mode, c'est les effets, de toute façon, on est très friand finalement de nouveautés. Il suffit de regarder à quelle vitesse on se jette sur les actualités tous les jours, voire on consulte les actualités plusieurs fois par jour, puis on regarde ce qui est nouveau, ce qui a été dit, les nouvelles découvertes. Il y a cette quête de la nouveauté, ce qui fait qu'on a l'impression que tout change en permanence. Et sans rentrer dans l'idée de société froide qui peut laisser aussi place à un certain nombre de malentendus que Lévi-Strauss n'avait pas placés, il y a des sociétés qui, pour certaines choses, certains pans, certaines infrastructures, tendent à rester stables, notamment au niveau de la pensée mythologique. Et ce qui fait que ça perdure à travers le temps. Il y a eu des essais, des archéologues qui se sont rendus compte qu'il y a des populations qui étaient là depuis très longtemps, qui avaient des mythes qu'ils connaissaient encore aujourd'hui et qui fonctionnaient encore pour expliquer les données archéologiques. Lorsqu'on travaille sur la partie historique, documentée, on peut montrer aussi de la continuité. Bon, après, je vous dis qu'on est friand de nouveautés, mais pas tant que ça, parce que quand on réfléchit, le dragon tel qu'on l'imagine, vous savez, la créature reptilienne, alors, dans la vision traditionnelle que le héros homme va affronter, souvent pour libérer la princesse, souvent à côté d'un point d'eau, en fait, ce récit-là, on le retrouve partout en Eurasie et en Amérique du Nord. Et même lorsqu'on fait une inversion, on garde la même structure, parce qu'aujourd'hui, dans les récits, c'est plus l'homme qui va libérer la princesse, c'est la princesse qui va s'allier avec l'homme pour tuer le dragon, la princesse qui va délivrer le prince.
ou mieux encore, la princesse qui va s'allier avec le dragon pour manger le prince. Hein, mais c'est tout ça, mais non, on est dans du structuralisme, on est dans l'inversion, mais l'idée, la structure même, reste la même. On est nous-mêmes les héritiers, d'un point de vue mythologique, de choses qui sont anciennes. Autre exemple, le combat, par exemple, du dieu du tonnerre contre une créature ophidienne, qu'on va retrouver dans Percy Jackson, par exemple, hein, qui est repris aujourd'hui, et qu'on retrouve sous d'autres formes. Ben, les indo-européanistes ont montré que c'était probablement proto-indo-européen, dieu du tonnerre contre le serpent. Et quand on se décale, hein, en Eurasie, eh ben, on se rend compte que le combat de l'oiseau tonnerre, cette fois-ci contre le serpent, on le retrouve. En Amérique du Nord, on le retrouve. Puis il y a des figurations, le roi Goron avait montré que des associations de serpents et d'oiseaux de rapaces, on le retrouvait partout en Eurasie et en Amérique du Nord. Mieux encore, l'orthais, donc on est sur paléolithique supérieur, on retrouve une vipère entourée d'oiseaux qui ressemblent à des rapaces. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie continuité de pensée. On est avec beaucoup de transformations, mais on est aussi les héritiers de pensées qui sont très très lointaines. Et puis c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'une fois qu'on en a conscience, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les répète ou est-ce qu'on les change? Si on se rend compte qu'on répète quelque chose depuis très 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 longtemps, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une vraie question. Essayer d'inventer un nouveau dragon, est-ce que ça passera dans la population? Parce que finalement, on pourrait inventer autre chose, hein. Mais est-ce que ça passerait? Donc il y a peut-être aussi de ça dans la continuité. Parce que c'est bien beau d'inventer de nouvelles choses, mais encore, il faut que ce soit accepté. Si je vous raconte une histoire du petit chaperon rouge ou le petit chaperon rouge et septième dame sauf que je viens de réaliser que c'est dans un film. Septième dame de karaté, sauf que je viens de réaliser effectivement que ça a déjà été fait d'un point de vue structurel. C'était pas une bonne idée, un bon exemple. Mais imaginez, hein, que j'invente une version complètement farfelue du petit chaperon rouge. Est-ce que vous la retiendrez pour raconter? Est-ce que la stabilité, ça vient pas plutôt, mais pas aussi du côté des personnes qui racontent, qui écoutent? Mais je suis là où. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendu, hein. Mon idée n'est pas de créer une sorte de match de boxe entre la méthode structurale et la méthode phylogénétique, hein. Ce n'est pas du tout mon intention. C'est d'essayer de mieux comprendre à travers ce que vous faites, ceux dont les mythes, peut-être plus généralement, ceux dont les phénomènes culturels sont faits, parce que là, vous faites apparaître quand même des choses. Et il me semble que, justement, ce que je trouve intéressant dans la méthode transformationnelle, c'est que finalement, elle a une thèse sur le mythe, c'est-à-dire que ça fait apparaître des problèmes, c'est-à-dire que le fait de voir autour de quoi les choses varient, reconstruire un groupe de transformation, c'est finalement dégager les paramètres en fait de variation et donc les problèmes au fond qui nous intéressent même quand on s'en rend pas compte, quoi. Puisque si on se rend compte qu'en fait les choses varient selon une structure, mais au sens d'un groupe de transformation, pas au sens de contraintes formelles qui se répètent, mais au sens d'un groupe de transformation. Comme vous avez d'ailleurs fait, hein, sur l'échelle de l'humanité entière, dans l'opposition entre le plongeon cosmogonique et les mythes d'émergence, bon, ben, ça veut dire qu'on voit apparaître des problèmes. On le voit bien dans le travail de Sergent. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce qui fait apparaître, c'est qu'il y a un problème. La question, c'est l'alliance matrimoniale. Donc ça veut dire que c'est ça qui les préoccupe. C'est ça que j'avais en tête, que je disais, pourquoi ça tient si longtemps? C'est peut-être parce que ben, les paramètres, ce qui est important ici, ce n'est pas tellement le contenu exact des versions, enfin on en a besoin, mais c'est finalement les oppositions, donc les lignes de clivage, les problèmes et que ça fait apparaître. Euh, et là, ça donnerait voilà, une interprétation. Donc, il n'y a pas du tout d'opposition, hein, Non, entre les deux. en fait, Pareil, c'était juste sur le modèle. mais pour la question des mythèmes, une question que je me pose, j'ai la même question dans le champ en fait, de linguistique computationnelle, et j'ai heureusement des collègues qui sont en train d'essayer d'entendre un peu ce genre de remarques, mais c'est que si on prend comme unité les faisceaux d'opposition, c'est juste qu'on teste une autre unité. C'est-à-dire, au lieu de tester les, les états, enfin, les formes réalisées, en fait, on teste les mythèmes et on peut exactement faire la même chose, simplement avec les mythèmes. Je ne sais pas si ça marche, hein, mais c'était ça que j'avais en tête. Voilà, c'est vraiment pour comprendre de quoi les choses sont faites Alors, dans ce qui nous concerne. j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport à la base de données de Fontenrose, qui lui est structuraliste. Fontenrose, dans son livre sur Python, a créé voilà, quelque chose au sens structural, un codage structural. Et forcément, il y a des chiffres, il y a un code. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon ordinateur, voilà, des formations professionnelles. Et en fait, les résultats que j'obtiens sont des résultats qui sont cohérents avec le reste. Donc effectivement, les deux sont faisables.
très largement. Et c'est ça d'ailleurs l'intérêt c'est vraiment qu'il n'y a pas d'opposition, ça rajoute une couche de complexité. On parle en termes de modèle. Le Mm. modèle, je pense que pour le présent, le structuralisme explique très très bien les données. Pour remonter dans le temps, ce serait plutôt la phylomythologie. Les deux expliquent une partie de la variabilité, sont incapables d'expliquer tout, et c'est finalement ça qui est intéressant également. Et j'ai l'impression que c'est en fait une articulation des échelles, quelque part. Quelque part, la méthode transformationnelle de Lévi-Strauss, elle est adaptée, en tout cas, à une petite échelle. Quoi. Là, on le voit bien dans les transformations. Et, curieusement, elle est adaptée à une petite échelle. Les Alors mythologiques, c'est que... quand même Et oui, mais c'est tout les doucement. deux Américains. Et oui, mais c'est tout doucement. C'est tout doucement, comme vous l'avez dit, c'est tout doucement que ça passe. Ça prend pas tout d'un coup. Ça part. Oui, ça prend. Et peut-être c'est une des choses qui apparaît. Et puis d'ailleurs, je me suis dit, c'est vrai que par exemple, on se demande, mais j'imagine que ça viendra, dans quelle mesure les, les découvertes en fait, que vous faites peuvent susciter des, euh, peuvent susciter des hypothèses ethnographiques précises. Alors, vous ne croyez pas si bien J'imagine dire, que ça doit arriver. Ça. parce que par exemple, le point commun qu'il y a entre le Sahel et l'Amérique du Sud, alors ça a été identifié il y a un moment hein, par les spécialistes de la mythologie comparée. On en trouve une trace chez Mauss, puis ça a été bien montré par Yuri Bereskin, etc. Et puis tout le monde disait oh, ça s'explique pas, c'est impossible, etc. Comment ça se fait? Sauf qu'on a découvert il y a quoi, 8 ans maintenant, qu'il y a des marqueurs génétiques liés au premier peuplement des Amériques qui connectent le Sahel et l'Amérique du Sud. Au niveau des contacts, avant de pouvoir démontrer que les Austronésiens avaient été en contact avec l'Amérique du Sud, on a d'abord opéré des mythes communs. Donc, de fait, la mythologie permet de faire des hypothèses. Puis, ça permet, en reconstruisant les termes, hein, les éléments terme par terme, ce que je vous ai montré pour les grottes, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses, hein, comme les rituels funéraires, ça permet de faire des hypothèses explicatives de pourquoi on ne trouve pas telle chose à tel endroit ou on trouve telle ou telle autre chose à tel ou tel endroit. Puis, il y a un côté aussi assez prédictif, parce que finalement, ça peut permettre potentiellement... Un exemple qui est intéressant, je travaille actuellement, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, j'ai publié un article sur le feu et sur la mythologie liée au feu. Et il y a effectivement une mythologie, donc je reprenais, je testais des résultats déjà proposés, et il y a une mythologie australe, une mythologie septentrionale, et dans la mythologie septentrionale, on a l'association du feu. Le feu est personnifié sous la forme d'une femme. Donc ça m'intrigue quand même. Voilà, donc c'est la prédiction. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je suis allé regarder dans le gravétien, hein, les données gravétiennes en Russie notamment. Il y a toute une littérature dessus. Et en fait, les Vénus sont généralement retrouvées près des foyers ou sous les foyers. Donc ce n'est pas une démonstration, mais c'est quand même intéressant de voir que la mythologie donne quelque chose que je n'avais pas forcément prévu. Je vais le chercher et que je retrouve quelque chose de compatible. Bon, après, c'est un travail de très très longue haleine. On n'en est qu'au tout début. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et notamment au niveau de la conscience des données, entre le structuralisme, entre l'aréologie, entre la phylomythologie, entre l'archéologie, et il y a un chemin qui est encore très très long à parcourir. Bon, ben, il nous reste 10 minutes pour des questions, qui ne sont pas les miennes. Je laisse de côté mes 8 questions. J'ai une question plutôt sur la méthode, mais c'est plutôt sur la méthode de la méthode, c'est-à-dire comment c'était possible en fait. Il y a d'un domaine qui est la biologie, qui est utilisé pour comprendre les traits génétiques. Utiliser ça comme modèle, si tu veux, pour un graphe comme chez le cerf, et de traduire ça d'un domaine à l'autre. Parce que souvent, quand on fait ça, en fait, il y a des choses qui sont oubliées, parce que ce domaine peut aussi changer. Du coup, pour moi, en fait, c'est ce qui est intéressant, surtout par rapport à l'étude sur l'évolution. Le principe, si tu veux, de comment quelque chose peut transformer, il y a plusieurs idées. Maintenant, on a l'épigénèse, c'est-à-dire en fait quelque chose qui change, mais pas forcément juste génétique dans le même sens. Par exemple, dans le symbogénétique, où il y a des transferts de gènes de manière transductive, horizontale, et qui ne crée pas forcément une espèce d'arbre. Il y a aussi le problème des traits phylogénétiques, en fait, c'est que le problème du crabe,
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de crabes, en fait, on voit les traits plus ou moins pareils, et génétiquement, ils ne sont pas du tout liés. Du coup, il y a au moins, en fait, c'est-à-dire le problème, en fait, de ce transfert d'un domaine de biologie vers, enfin, si tu veux, on a l'analyse des mythes qui fige, justement, en fait, la méthodologie, en fait, de la biologie. Cette question, c'est que, est-ce que vous êtes prêt, si vous voulez, en fait, de changer votre méthode par rapport à l'évolution de cette autre méthode qui est traduite? En fait, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est traduit. Hein. Les mythes ne sont pas des gènes. Hein. Les mythèmes ne sont pas des gènes. Et ça, c'est évident. Moi, ce qui m'intéresse, et ce pourquoi j'ai emprunté les outils, c'est l'hypothèse de base, qui est la descendance avec modification et la quantité d'informations en commun. Voilà, c'est ça que je prends. Je ne m'amuse pas parce que sinon j'aurais pu, par exemple, faire des alignements. Hein. Je n'ai pas tout pris dans la biologie. Par exemple, lorsqu'on a des chaînes de gènes, on peut réaliser des alignements pour voir la proximité, sauf que ça serait complètement aberrant en mythologie. Donc la première chose, on ne prend pas tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les outils qui servent à mesurer la quantité d'informations en commun. Ensuite, oui, il y a les emprunts, les transferts horizontaux sont légion. C'est pour ça que j'utilise la notion de réseau et que j'essaie d'autres types de graphes. Alors là, je ne l'ai pas montré parce que ça aurait vraiment emmené trop loin. Hein. J'ai déjà parlé pendant, je crois, presque une heure et demie. Mais il y a d'autres outils que j'utilise, alors que j'emprunte, hein, mais dans le but justement d'évaluer les choses. Par exemple, les outils de clustering, un logiciel qui s'appelle Structure et qui permet de voir comment une population est influencée par différents. Hein. Un mythe est influencé par, on va dire, 30% d'un ensemble, 33% d'un autre, etc. Toujours en quantité d'informations. Hein. J'insiste, ce n'est pas des gènes. Ou alors là, on n'est plus du tout pour le coup dans la biologie, mais j'ai travaillé dessus parce que les comptes s'empruntent énormément et se combinent aussi beaucoup, parce que ça, on n'en a pas parlé. Hein. Il y a des récits qui se combinent de manière plus ou moins préférentielle avec d'autres récits. Et là, on peut utiliser la théorie des graphes. Mais ce n'est pas un transfert, juste pour revenir à la base, je suis d'accord. D'ailleurs, à longueur de livre, hein, j'avertis dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la quantité d'informations en commun, ou qu'on n'a pas en commun. Et la manière de coder, bah, c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, quand on code les mythes, la présence, je fais le choix que la présence soit aussi importante que l'absence. Parce que le 1 et le 0, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais l'absence de quelque chose est aussi significative que la présence de quelque chose. En biologie, ce n'est pas le cas, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas tant l'absence que la présence de la chose. Donc voilà. Donc en fait, l'emprunt est réel, parce que heureusement que les biologistes ont inventé des outils statistiques suffisamment fiables. J'aurais bien aimé qu'il y ait une communauté de mythologues capables de faire la chose. Ensuite, c'est clairement pas des transferts qui sont naïfs. D'ailleurs, il faut se méfier des transferts naïfs. Hein. Il y a eu, par exemple, sur le théorème d'incomplétude de Gödel, pardon, que je croise régulièrement, je vois beaucoup d'aberrations. Hein. Les transferts, il faut être très très prudent. Vas-y alors, commence une question en ligne. Alors, considérez-vous que l'interprétation cosmologique de l'art pariétal est valable? Est-ce possible d'interpréter les animaux comme une transposition de l'observation du ciel? Alors, ça nous éloigne un petit peu, mais j'ai travaillé dessus aussi. De fait, il y a eu des essais. Il y a eu plein de choses qui ont été publiées dessus. Ça a été popularisé en France par un reportage sur Arte. Il y a eu un temps où qui voyait dans Lascaux une sorte de planisphère géant. Et puis après, il faut regarder les publications. Généralement, il y a un premier problème qui est comment on transfère, on parlait de transfert, des constellations sur des images. Un pas à gauche, un pas à droite, on n'a pas les mêmes résultats. Si jamais, quand on regarde les choses, en fait, ça donne une apparence de scientificité, mais il y a énormément de problèmes qui sont derrière. Il y a quelques éléments, par exemple à Lascaux, on pense avoir reconnu Orion, mais c'est des unicums, donc comment démontrer de la continuité de la chose? Par contre, on peut montrer qu'il existait des mythes qui étaient liés aux étoiles, comme les Pléiades par exemple, puisque ça fait le lien avec Claude Lévi-Strauss, et on peut montrer que les Pléiades se diffusent dans l'hémisphère. Orion qui poursuit les Pléiades, on peut le retracer, hein, que ce soit avec la rhéologie ou avec la philomythologie. Ça part d'Afrique, ça suit le chemin habituel, et ça, on peut le montrer. Puis en Amérique, il y a une succession de transformations que Claude Lévi-Strauss a très bien documentées.
Je voudrais juste revenir une seconde sur l'histoire du transfert, parce que bon, c'est clair que ce n'est pas un argument d'autorité, la biologie, qui est utilisé, mais en fait, on a l'impression quand même que si ça peut se transférer, vous avez pensé ça en termes d'information, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a une sorte quand même il y a quelque chose en commun, quoi, entre le vivant et la culture, au niveau du type de variation et de constance, qui permet des approches comparatistes qui elles-mêmes permettent de faire des hypothèses génétiques, quoi. Bon, c'est vrai que ça fait très longtemps, ça fait au moins 2 siècles que les comparatistes se disent qu'il y a quand même un rapport, et il y a l'air d'avoir quelque chose entre la variabilité biologique et la variabilité culturelle. Et bon, alors, on a cité Michel Serres, un grand moment dans lequel on a tenté d'expliquer ce rapport, de donner un sens, et à mon avis, qui est un petit peu mal connu, qui est la théorie de l'information, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une dimension informationnelle, là, qui est quelque chose en commun, quoi, entre les deux. Et je me suis dit, une manière de tester ça, ce serait de regarder si, par exemple, dans d'autres domaines où il y a aussi de la variation et de la constance, hein, il y a un mélange de variation et de constance, on retrouverait ce genre de méthode ne marcherait pas du tout. Par exemple, dans le champ peut-être de la physique, je ne sais pas. Hein, est-ce que par exemple on trouverait dans la répartition des espèces chimiques quelque chose qui on pourrait utiliser ce type de méthode ou pas? Si on peut l'utiliser, ça veut dire quelque chose. Si on peut pas l'utiliser, ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Ça rejoint quelque chose qui est le darwinisme, la théorie du darwinisme universel, qui a certains tenants. Il y a eu des essais, notamment en cosmologie, hein, d'appliquer les règles de la théorie de l'évolution, et également sur les principes de décohérence, passage de l'état quantique à l'état qui est le nôtre. Il y a eu alors, je ne suis pas apte, honnêtement, à juger, hein, ne parlons pas hors du champ disciplinaire. Ce que je vois, c'est que ce n'est pas pour le moment un mouvement qui domine. Peut-être que c'est les prémices de quelque chose, une forme finalement de théorie qui serait une théorie universelle qui permettrait de nous englober aussi bien dans la matière que dans le vivant, comme ça peut être une impasse méthodologique. Il est peut-être un peu tôt pour le décider. Mais effectivement, il y a quelque chose dedans. Par exemple, on parlait de linguistique tout à l'heure, et pendant longtemps, il y a une théorie qui était celle de Rullen, qui s'appuyait sur des ressemblances superficielles entre les langues pour reconstruire un grand arbre des langues, et ça a été réfuté, ça a été complètement réfuté. Sauf que depuis 4 ans, 5 ans maintenant, en utilisant des méthodes complètement différentes, il y a eu des essais pour reconstruire des arbres de langue, et si dans les détails, les choses changent, la structure générale des arbres sur des corpus différents, des méthodes différentes, des postulats différents se ressemblent étrangement. Donc, par exemple, il serait possible, peut-être que les langues évoluent un peu plus vite que les mythes, parce que, par exemple, on peut très bien voir la continuité de la mythologie d'Eurasie en Amérique. Les langues, c'est beaucoup plus compliqué, mais il est possible que les langues répondent sur le temps long à de telles règles, même si les outils pour le démontrer définitivement ne sont pas encore là. Mais il y a quand même de sacrées convergences. En musique, il y a eu des essais qui ont été réalisés qui montrent qu'il y a une corrélation, toujours corrélation, dans certains secteurs entre la diffusion des gènes et la diffusion de tel type d'instrument ou tel type de musique. C'est-à-dire qu'il y aurait cette idée de diffusion également. Donc il y a peut-être quelque chose de plus profond au niveau humain, mais ça reste à démontrer. En fait, c'est un travail pour vous. Si ça vous tente. Ben c'est super. Bon, ben merci beaucoup. Et voilà, le travail reste à faire. Merci.